Elle va lancer. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Philippe. Comment allez-vous? Super, super. Vous Très êtes en heureux forme ce d'être soir. D'où avec nous vous. parlez-vous, Philippe? D'où nous parlez-vous? Où êtes-vous? À Alors Madrid, moi, à Hong Kong, en Chine, où êtes-vous? je ne suis pas en Chine, je suis plus proche que ça. Moi, je vis en fait depuis plus de 16 ans, 17 ans en fait, en Espagne, à côté de Barcelone, où j'ai mon cabinet d'ailleurs, dans une petite station balnéaire assez réputée qui s'appelle Sitges et Ah, qui est sympa. super agréable. Eh bien, écoutez, j'espère que le soleil de Barcelone va nous envahir, le soleil de la côte espagnole. Bienvenue à tous. Merci à évidemment, notre incontournable Santé Corps et Esprit. Merci à toute l'équipe technique de nous permettre encore une fois cet exploit d'interviewer, d'interroger, d'extirper la science de notre cher Philippe, et qui va nous parler ce soir évidemment de médecine chinoise. Ça va être un grand bonheur. Euh, on va parler évidemment de l'essentiel. Nous allons parler de notre santé, de comment la préserver, comment être mieux grâce à la médecine chinoise. Et Philippe, avec sa science, va nous permettre de donner plein de petits trucs. Merci à Xavier Bazin de nous permettre encore de partager ces moments-là. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Chers amis internautes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dites-nous d'où vous venez, ça serait sympa. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes de Nice, de Lorraine, il y a attendez, les questions de Franche-Comté, de pas mal de gens. Bonjour d'Angleterre, Dominique. Bonjour, c'est un plaisir. C'est très sympa. Du Gard. Hey, Brigitte, d'Abrasil, je sais pas comment on dit. C'est super sympa. C'est extraordinaire, ça, quand même. C'est la magie de la technologie. C'est quand même fabuleux. Moi, ça me fascine à chaque instant. Alors, comme d'habitude, chers internautes, vous savez qu'il faut être bien installé confortablement, que vous soyez bien au chaud, tranquille, avec une boisson chaude à côté de vous. Quelle serait la boisson chaude que vous recommanderiez là tout de suite, là, Philippe, pour être concentré, focus sur vos indications? Ce serait quoi là, tout de suite? Alors peut-être quelque chose qui n'est pas d'abord sucré, pour éviter, comment dire, une hyperglycémie qui n'est peut-être pas souhaitable. Un gros coup de Je barre. fais des choses Un très, certain très endroit. soft, des petites choses très, très soft, comme par exemple un thé chai, peut-être santé pour ceux qui sont sensibles à la caféine. Ouais. Et puis voilà, quelque chose de très, très agréable à boire, qui permet de stimuler, comment dire, la digestion, parce que je pense que la plupart d'entre nous avons déjà mangé. Et donc, ça serait mieux de faire plutôt une tisane digestive, et ça serait le mieux. Nous sommes d'accord que le soir, c'est mieux le chaud? De toute façon, dans la civilisation chinoise déteste le froid en général, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est Donc, vrai. on recommande plutôt à boire chaud en toutes circonstances. Le froid est vraiment une crainte importante dans la société, dans la civilisation chinoise. Vous avez entendu, buvez chaud. Est-ce que vous utilisez tous Google Chrome, donc Hangout, pour qu'il y ait une meilleure connexion et qu'il n'y ait pas de problème ni de son ni d'image? Et je vous rappelle que s'il y a un problème de connexion, si vous voyez qu'il y a un problème de son ou d'image, n'hésitez pas à déconnecter complètement et à vous reconnecter sur le lien qui vous a été donné sur le mail. Comme ça, vous pourrez bénéficier d'une meilleure technique. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de couper ces petits engins qui vous parasitent régulièrement et qui nous empêchent d'avoir une bonne connexion non plus. Aussi, plutôt. Pas trop fort le son, puisque ça va générer un petit peu trop de débit, ça va vous permettre de moins bien entendre. Si vous êtes sur le Wi-Fi, donc vous rapprochez de la borne, hein, pas trop longtemps, mais vous vous rapprochez un petit peu de la borne, sinon on préfère quand même les connexions filaires, c'est quand même mieux. On vous rappelle que ce webinaire sera intégralement visible en replay et qu'il y aura, comme pour les précédents, une transcription écrite qui vous sera envoyée. Voilà, des bonnes indications, comme ça vous serez en parfaite condition. Donc bonsoir à tous, nous sommes très nombreux à vouloir assister à ce webinaire, je comprends pourquoi. De l'Allemagne, bonsoir de Bordeaux, bonsoir à tous les amis habitués, donc ça va être un grand plaisir, on va partager. Comme d'habitude, une partie qui sera dédiée à des thématiques de base que Philippe Sionneau va nous déclamer, va nous expliquer, va nous permettre de mieux comprendre la médecine traditionnelle chinoise, en quoi elle consiste. Et après, nous échangerons à bâton rompu avec les internautes pour pouvoir avoir le maximum d'interactions et de questions qui seront posées, sachant que, comme d'habitude, nous ne pourrons pas faire des consultations en ligne parce que c'est absolument impossible, et surtout en médecine chinoise, vu la complexité de la médecine chinoise, il vaut mieux consulter quelqu'un. Philippe Sionneau,
Êtes-vous chaud Oui, patate, hein? Vous allez ouais, bien? je suis prêt. Je vous Alors, écoute. vous avez un parcours, mais alors quand j'ai lu votre parcours pour préparer ce webinaire, mais c'est juste hallucinant, c'est incroyable. Vous avez étudié donc la médecine chinoise en Chine. Vous êtes l'un des rares à être diplômé, un rare occidental à être diplômé d'une faculté bien particulière qui vous donne le droit, c'est cela spécifiquement, d'exercer en Chine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? C'est ça? Alors, oui, simplement pour préciser, je ne suis pas le seul Français à avoir Ah, bien sûr. étudié en Chine, ça c'est sûr et certain. En revanche, la plupart ont surtout passé une partie, en fait, il y a une partie d'un examen en fait, qui permet d'avoir un titre, si vous voulez, universitaire, mais pour pouvoir avoir le titre de médecin, pour pratiquer dans les hôpitaux ou pratiquer tout court en Chine, il y a un deuxième examen. Et j'ai eu cette opportunité de passer. C'est pour ça que je suis un des rares, sans doute, en France, sinon le seul en France, en tout cas, à détenir cette possibilité-là. Mais je vous rassure, ce n'est pas mon projet d'aller pratiquer en Chine. Je préfère, comment dire, l'Europe de très loin. Dites-moi, les livres derrière, c'est de la décoration. C'est pas. Non, non, ça fait partie de ma bibliothèque de travail. Ah oui. C'est une accumulation depuis 25 ans. Et alors, vous n'en voyez qu'une petite partie, hein, parce qu'en fait, elle est plus ample que cela. Et non, non, moi, je suis un chercheur. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je lis le chinois médical mieux que l'anglais, mieux que l'espagnol et au moins aussi bien, je dirais, que la langue française dans le chinois médical. Alors, si vous me donnez des choses un peu plus complexes sur, je sais pas moi, l'histoire ou la géographie, ou je ne peux pas vous garantir, mais sur la médecine, c'est mon domaine et ça fait partie de mes outils de recherche. Donc, voilà. Justement, ça, vous transmettez parce que, a priori, le grand public vous connaît peu parce que vous êtes très versé dans le professionnel. Vous formez, je ne sais pas combien de personnes, mais en tout cas, vous êtes un formateur, conférencier et formateur, c'est cela? Oui, j'ai une grosse activité de formateur qui s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà, si vous voulez, une connaissance de base en médecine chinoise, en acupuncture, en phytothérapie chinoise, en diététique chinoise, etc. Et je les aide en fait à progresser dans leur art pour qu'ils puissent au mieux aider les gens qui souffrent. C'est l'objectif. Selon l'adage qui peut le plus, peut le moins, je pense que vous serez parfaitement à même de vulgariser, de nous expliquer les bases, les fondements de la médecine chinoise. Et vous avez aussi commis, je ne sais pas combien d'œuvres, combien de bouquins. Vous avez publié, c'est ça, une trentaine de livres? Oui, actuellement, si on prend toute langue confondue, je dirais, on est à une trentaine de publications. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais on est autour de 30, ça c'est sûr. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Les thématiques, les principales thématiques, c'est quoi? C'est plutôt vous avez une tendance pour la diététique, Moi, en fait, je suis on va dire, un généraliste, on va dire, de la médecine chinoise, dans le sens où j'ai publié sur l'acupuncture, la moxibution, sur la phytothérapie chinoise, beaucoup sur la diététique chinoise, sur les pathologies, hein, qui intègrent bien sûr un aspect de diagnostic, sur beaucoup les plus grands, on va dire, pratiquement tous les grands domaines de la médecine chinoise. Pas tous, par exemple, je n'ai pas publié, car c'est moins mon domaine, tout ce qui touche le massage et les corrections, on va dire, ostéopathiques à la chinoise. Ce n'est pas mon domaine. Mais en revanche, dans beaucoup d'autres domaines, j'ai écrit. Alors, je sais que la question va se poser. Est-ce que vous avez des livres, vous, que vous avez écrits qui sont accessibles au grand public? Alors, pas de vulgarisation, mais au moins quelque chose oui, je comprends bien. Je pense qu'il y en a 3 qui sont plus faciles à lire, car c'est vrai que la plupart de mes ouvrages, enfin, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont appréciés par le grand public, bien qu'ils s'adressent à un public, comment dire, professionnel, comme par exemple celui que j'ai écrit qui s'appelle Troubles psychiques en médecine chinoise. C'est un livre qui est pointu, mais qui résonne et qui est bien apprécié du grand public. Mais sinon, directement pour le grand public, il y a un livre qui s'appelle La diététique du Tao. C'est quoi la diététique? C'est un livre simplement sur les grandes bases de comment bien manger, bien s'alimenter pour avoir une bonne santé comment dire, selon les règles de la diététique chinoise. Le deuxième s'appelle Ces aliments qui nous soignent. Ces aliments qui nous soignent, c'est on va dire une grande matière médicale, les aliments qui soignent selon, bien sûr, les principes de la médecine chinoise. Si vous voulez, dans la diététique chinoise a un apport, comment dire, enfin, un point de vue un petit peu différent d'une autre. Il n'est pas meilleur, il est simplement différent. Et dans cette différence, on utilise d'abord les aliments non pas pour nous nourrir, mais pour nous soigner.
C'est-à-dire que, par exemple, la poire a une action particulière sur l'organisme qui peut être utilisée lorsqu'on a certains symptômes, certaines pathologies, etc. Ça ne signifie pas que si je mange chaque fois de la poire, je vais traiter toutes mes maladies. Bien sûr que non. En revanche, ça va dans le sens d'aider le corps à retrouver un équilibre et donc aller vers la santé. Donc ça, c'est un deuxième ouvrage qui est beaucoup apprécié par le grand public, qui, je crois que ça fait près de plus de 12-14 ans qu'il a été publié et il se vend encore beaucoup. Et j'avais mon éditeur cet après-midi, je vous promets que c'est vrai, et il s'étonnait encore de vendre autant de ce livre-là. Et c'est forcément qu'il ne touche pas, ça veut dire qu'il ne touche pas les professionnels, mais surtout le grand public. Donc ça veut dire qu'il est compréhensible pour le grand public. On peut, parce que la question va se poser aussi, je vois déjà quelqu'un qui la pose, où on peut les trouver? Est-ce que vous avez un site internet ou sur Amazon, on tape Philippe Sionneau et ça va? Vous pouvez les trouver sur mon site qui s'appelle tout simplement, alors le site il est très simple, c'est sionneau.com, c'est mon nom de famille.com, ou alors, si vous ne voulez pas passer par mon site, sur les grands sites de vente de livres, je ne vais pas donner les noms, mais tout le monde connaît les grands sites partout. On est en famille. D'accord, vous comprenez que on peut les trouver partout parce qu'ils sont publiés par un éditeur, Guy Trédaniel éditeur, qui est connu, très sérieux, qui fait bien son travail. Et donc, du coup, ils sont accessibles partout où on vend des bouquins, vous les trouverez. Vous pouvez aussi les commander chez votre libraire. Hein. Il suffit d'avoir un titre, un nom, et c'est réglé. Alors, dans le vif du sujet, Philippe, dans le vif du sujet, si vous deviez expliquer en quelques mots, si c'est possible, les principes fondateurs de la médecine chinoise. En quelques mots, parce que je préfère qu'on passe pas trop de temps sur ça et qu'on essaye d'être concerné plus par les pathologies. En quelques mots. Oui, je ne vais pas vous faire une conférence entière là-dessus, mais d'abord, je vais peut-être vous donner ce qui, moi, me tient à cœur. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la médecine chinoise, c'est une vraie médecine. C'est une vraie médecine à part entière. C'est-à-dire, c'est une médecine qui, comme notre médecine conventionnelle, a une anatomie, une physiologie, une manière en fait de faire des diagnostics, une manière de comprendre les pathologies et un certain nombre d'outils pour traiter ces pathologies. Ça, ce sont les piliers fondamentaux qui décrivent n'importe quelle médecine. Par exemple, l'aromathérapie n'est pas une médecine, c'est une thérapeutique. Pourquoi? C'est l'emploi, l'anatomie, la physiologie, la compréhension des pathologies de la médecine conventionnelle, hein, sur la plupart du temps. Éventuellement de la naturopathie, mais disons plutôt de la médecine conventionnelle. Donc, ce qui fait que c'est plutôt une thérapeutique qui est géniale, fantastique, que j'adore. Je suis un fan de l'aromathérapie, mais ce n'est pas une médecine. La médecine chinoise est une vraie médecine. À l'intérieur de la médecine chinoise, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en charge la santé d'un individu. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout traiter, bien évidemment qu'on ne peut pas tout traiter. La médecine chinoise a ses forces, la médecine conventionnelle a ses forces, l'ostéopathie a ses forces, toutes les grandes thérapeutiques ou médecines ont leurs forces, la médecine chinoise en a, mais elle a aussi des faiblesses, elle a des endroits où elle est moins bonne, où elle est moins intéressante. Et c'est pour ça que moi je prône, une société où on aurait le libre arbitre au niveau, je dirais, thérapeutique, et on puisse voir un homéopathe, un naturopathe, un ostéopathe, un praticien de médecine chinoise, d'une manière libre, sans que tout ça soit bien harmonisé, bien légalisé, et pour l'intérêt des patients. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt. C'est que même si pour le moment, nos sociétés françaises, on va dire, ou européennes, plutôt françaises, je dirais, si on veut rester sur l'hexagone, a encore un peu de mal de reconnaître les médecines non conventionnelles, il est évident qu'elles vont exploser dans les décennies qui arrivent et qu'elles vont faire partie du paysage et je m'en réjouis. Donc, peut-être que je ne vais pas encore parler sur les grands principes de la médecine chinoise, mais déjà, pour vous dire que ce qu'il faut prendre conscience, c'est une vraie médecine. Ça demande beaucoup d'années d'études, c'est très exigeant. On ne peut pas étudier ça en quelques week-ends, c'est pas possible, c'est beaucoup de travail et ça demande, faut vraiment que ce soit les choses une passion. Un aspect qui soit dans vos tripes parce que c'est très complexe. C'est aussi compliqué, si vous voulez, qu'étudier la médecine conventionnelle, bien sûr avec d'autres théories, d'autres thérapeutiques, on est d'accord, mais c'est complexe. Donc, c'est une belle médecine qui intègre sur l'aspect thérapeutique. Je pense que vous connaissez, tout le monde connaît l'acupuncture, mais ce n'est pas le seul, bien sûr,
thérapeutique intéressante. Vous avez aussi la moxibution, c'est le fait de chauffer avec une plante qui s'appelle l'armoise, qui est préparée d'une manière particulière sur le corps directement, ou alors à distance avec un bâton. Il y a différents systèmes pour stimuler certains points qui sont sur ce qu'on appelle les méridiens, que moi je préfère appeler canaux, hein, parce que c'est plus le nom, ce terme canaux est plus proche de l'idée chinoise. Donc, il y a la moxibution, il y a bien sûr la phytothérapie chinoise, il y a la diététique chinoise, il y a les massages thérapeutiques chinois. Il y a tout un système, on va dire, pour simplifier, on va dire une ostéopathie chinoise, d'accord, qui sans doute d'ailleurs a été l'influence importante de la chiropraxie aux États-Unis. D'accord, on sait à peu près que le créateur de la chiropraxie américaine a été influencé par les techniques chinoises. Voilà, et donc ça, c'est les principales thérapeutiques. Et ça, on a toujours tendance à dire que, et ça, c'est ce qui circule habituellement, c'est que c'est une médecine qui préfère prévenir que guérir. Est-ce que c'est toujours d'actualité, à l'instar de la médecine conventionnelle, de la médecine qu'on a à l'Occident, qui, elle, ne s'occupe que du symptôme? Donc la prévention, c'est quelque chose d'assez important. En quelques mots. Alors oui, la médecine chinoise est une médecine préventive. C'est tout à fait possible d'aider vraiment un patient à éviter d'être malade. En revanche, personne ne vient nous voir pour ça. C'est que les gens qui viennent nous voir, nous, praticiens de médecine chinoise, c'est toujours des gens qui ont des vrais problèmes et généralement pas des petits problèmes. C'est toujours des choses un petit peu lourdes et on essaye de faire le maximum pour aider ces gens. Mais c'est évident que l'idéal serait d'avoir une possibilité de faire une vraie prévention. Il y a vraiment des techniques intéressantes. Un de mes mentors, qui s'appelle Qian Holu, qui est un grand professeur chinois qui est à Pékin actuellement, est spécialisé dans un système qui permet, avec votre date de naissance, votre heure de naissance, de prévoir à peu près quelles sont vos grandes faiblesses en termes de maladie et savoir à peu près vers quelle année risque de se développer telle pathologie chronique chez vous. Alors ça, c'est intéressant parce que si on l'applique d'une manière vraiment stricte, on peut vraiment faire une prévention pour éviter, comment dire, que la pathologie se déclare. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est inscrit dans notre destin, on va dire, ou dans la génétique, que obligatoirement, ça va se déclarer. C'est pas inéluctable. Exactement, par de la prévention au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des rythmes du sommeil, ça fait plein de choses. On parle souvent aussi de cette notion qui est fondamentale du yin et du yang. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez, j'arrête pas de dire en quelques mots, je suis désolé parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais oui, bien sûr. C'est un contraste, c'est une antinomie, c'est un paradoxe, c'est quoi? Le yin-yang, si vous voulez, c'est un outil qu'ont utilisé à un moment donné des sages, des scientifiques des anciens temps pour essayer de comprendre les lois en fait de la nature. Ça décrit simplement des grandes règles, les grandes lois de la nature. Et ce yin et yang, comment dire, je pense que tout le monde connaît, il y a une notion d'un aspect, un pôle un peu plus yin qui est plutôt en rapport avec le féminin, chose qui est plus lente, qui est plus froid, qui est plus, etc. L'aspect yang qui est plus masculin, qui est plus chaud, qui est plus dynamique, etc. Et en fait, c'est la combinaison des deux, c'est la rencontre des deux qui amène en fait la production d'un certain nombre de choses. Pour vous dire très rapidement, dans la vision cosmologique chinoise, on considère que au tout début du monde, il n'y avait pas Adam et Ève, mais pratiquement, puisqu'il y avait, on disait, le ciel en haut, la terre en bas, d'accord? Le ciel étant yang, la terre était yin. Et c'est la rencontre, à un moment donné, le mouvement entre les deux, qui a fait qu'il y a une rencontre et un effet, une production, une réalisation concrète qui s'est opérée, qui a donné en fait existence à ce qu'on appelle les 10 milléttes. Les 10 milléttes, c'est la nature, c'est vous, c'est moi, c'est les animaux dans la nature, c'est les arbres, etc. En d'autres termes, c'est la conjonction entre deux forces naturelles, que les Chinois appellent le yin et le yang, qui amène en fait à une combinaison particulière qui produit notre vie sur Terre. Alors, cette combinaison justement de yin et de yang se retranscrit sur notre corps suivant des canaux, c'est cela. Donc, on ne parle pas de méridien parce qu'apparemment ça convient moins bien, sous forme de canaux. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait les Chinois ont basé, si vous voulez, leur compréhension du monde avec notamment, pas que bien entendu, mais notamment la notion de yin et de yang, cet aspect-là va régulièrement être utilisé pour mieux comprendre le fonctionnement du corps d'abord, et ensuite pour mieux comprendre quand il dysfonctionne. Et par rapport à ça, si vous voulez, il y a en effet
des notions de yin et de yang dans ce qu'on appelle les méridiens, mais moi je préfère dire canaux. Pourquoi je préfère dire canaux? Tout simplement parce que le terme Jing, qu'on traduit malheureusement par méridien, veut dire aussi méridien, mais d'un point de vue géographique. Mais sauf que ce n'est pas l'idée sous-jacente dans le monde de l'acupuncture originelle. Il y a 2000-3000 ans, quand on a créé l'acupuncture, ce n'était pas pour parler, comment dire, des méridiens. Il n'existait pas, les méridiens. Ce concept n'existait pas. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion, en fait, je ne vais pas vous faire un petit cours maintenant, il y a vraiment une notion de canal. Donc, en vous, il y a des canaux, des circulations particulières qui participent à la physiologie du corps. Ce sont simplement des canaux qui participent à la physiologie du corps. Excusez-moi Philippe, on me signale que pas mal de personnes ont un problème de son. Ça ne vient pas de chez nous, donc je suis désolé. Non, c'est pas vous Philippe, c'est pas nous. C'est certainement leur navigateur qui est un petit peu poussif. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, sur le webinaire. On est plus de 400 personnes, donc c'est un petit peu normal. Ce que je propose, chers amis, je suis désolé pour vous, c'est juste de fermer votre navigateur, de vérifier que vous êtes sur Google. Désolé, mais il faut vous mettre sur Google Chrome. Pour que vous puissiez avoir la meilleure connexion possible avec Hangout et rebooter tout. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont ces problèmes de son ou d'image, mais on me signale ça. Donc, je préfère que vous rebootiez. Vous n'avez pour que quelques secondes et on va de toute manière. Est-ce que le problème de son est autant pour entendre Frédéric que moi-même, ou c'est uniquement Frédéric ou moi-même pour qu'on puisse peut-être… Je pense que c'est lié au navigateur, parce que nous avons des connexions où, si on avait un problème avec vous, Philippe, je l'aurais aussi. Donc, je pense que c'est un problème de navigateur et tout le monde ne l'a pas. Donc, c'est lié au navigateur. Donc, voilà. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas. Si vous loupez quelques secondes, le webinaire est visible en replay, encore une fois, et que vous aurez la transcription. Donc, les quelques instants que vous perdrez seront rattrapés assez agréablement. Donc, ne vous inquiétez pas. Même la technique nous dit que pour eux, c'est bon. Donc, désolé pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Rebooter et on y retourne. Donc, ces canaux, même dans le corps, nous avons cette notion de yin et yang. Est-ce que nous sommes aussi dédiés, que les gens comprennent un petit peu, le yin, c'est aussi le haut de notre corps et le bas, l'avant, l'arrière, c'est comment? Si vous voulez, ce système-là permet en fait de classifier un certain nombre de choses. Par exemple, le haut du corps est plutôt en rapport avec le yang, le bas du corps est plutôt en rapport avec le yin, l'avant du corps est plutôt yin, l'arrière du corps est plutôt yang. D'accord? Et en fonction des organes, du type d'organes de ces fonctions, on va dire c'est plutôt des organes yang, c'est plutôt des organes yin. Par exemple, les 5 organes yin principaux sont le foie, le cœur, le poumon, la rate et les reins. Ça, c'est les organes qu'on appelle yin, parce qu'ils sont considérés comme les plus profonds dans le corps, qui thésaurisent ce qu'on appelle le jing, c'est-à-dire l'essence, qui est une partie du fonctionnement du corps humain important. Et donc, à cause de ces caractéristiques-là, on considère qu'ils sont yin, ils sont plus internes. Alors, il va y avoir des choses, par exemple, la peau est forcément par rapport aux organes, forcément plus yang, plus externe. La surface est externe, l'interne est yin. La surface est yang et les organes, l'interne est yin. De toute manière, avec cette notion, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que c'est toujours relatif. On est toujours le yin de quelque chose et le yang de quelque chose. Donc, c'est sans cesse un échange entre le yin et le yang. Alors, justement, là-dedans, nous avons une notion qui apparaît, qui va nous amener directement à une pathologie que vous avez, enfin, des dysfonctions, une pathologie que vous avez proposée dans Santé Corps et Esprit. C'est cette notion de tempérament. Des différents tempéraments, c'est-à-dire qu'on parle souvent de chaud, de froid, de sec, d'humidité, de vide, d'excès. Est-ce que comment on définit ces tempéraments? Et si vous avez un exemple à nous donner pour qu'on comprenne un petit peu qu'un tempérament, on entend souvent parler du coup de froid, mais est-ce que c'est le coup de froid de la médecine conventionnelle, c'est le coup de froid de la médecine chinoise? Voilà. Alors, je vais vous répondre très directement. Alors, je parlerai pas de tempérament, je parlerai plutôt de ce qu'on appelle les parakang, ça veut dire les 8 principes. Les 8 principes, c'est de dire, voilà, les pathologies peuvent être comprises selon 8 grandes tendances. Les 8 grandes tendances, c'est quoi? Les maladies, elles peuvent être à l'extérieur, ça peut être des maladies qui sont en rapport avec la surface du corps, ou des maladies qui sont plutôt internes. Donc, il y a déjà un couple, la yin-yang, qui est l'interne et l'externe. Autre possibilité, c'est chaud et froid. Il y a des pathologies qui plutôt se manifestent comme du froid et d'autres plutôt comme du chaud. Par exemple, une dame qui a une ménopause et qui a une préménopause et qui a des bouffées de chaleur, vous devinez bien que c'est une maladie de chaleur. D'accord ?
Une maladie de froid, c'est par exemple quelqu'un qui a toujours une grande frilosité, des extrémités froides, ben, ça va être la maladie de froid. D'accord? Donc là, pareil, on a toujours yin et yang. Froid est plutôt yin et la chaleur est plutôt yang. Alors, si on continue, aussi la notion de plénitude et de vide. En d'autres termes, les pathologies sont soit dues à un excès de quelque chose. En général, c'est un excès de quelque chose qui n'est pas bon pour le corps, ce qu'on appelle des pathogènes, des facteurs pathogènes. D'accord? Et il y a un autre aspect de la maladie qui est les maladies de type vide. Alors, c'est quoi la maladie de vide? C'est les maladies qui sont engendrées par un mauvais fonctionnement, un hypofonctionnement, une insuffisance dans le corps. Alors, souvent des organes, des canaux ou les fonctions du corps en général. Et là, on retrouve toujours la même chose. Le vide est plutôt yin et la plénitude est plutôt yang. On est toujours dans ce yin-yang, d'accord? Là, on a parlé de des 3 couples, donc 6 éléments. Et en fait, les 2 autres, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement yin et yang. Quand on a dit cette maladie est plutôt de surface, est plutôt vide, est plutôt du froid, eh bien on dit ça c'est yin ou si c'est yang, d'accord? Donc ça nous permet, si vous voulez, de classifier. C'est la première manière de classifier les maladies en médecine chinoise. Ça s'appelle les PACAN, les 8 principes. Il y a aussi une grosse idée reçue, j'aimerais qu'on balaye un petit peu parce que c'est très très important. Quand on va voir un acupuncteur digne de ce nom ou un médecin de médecine traditionnelle chinoise, il nous dit oh là vous avez un vide de rein, vous avez un excès dans le rein. Est-ce que ça veut dire que mon organe, le rein, est atteint? Ah, très bonne question, Frédéric. Merci. En fait, je vous explique. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la médecine chinoise s'est fondée sur une approche, une compréhension de l'être humain différente du paradigme scientifique actuel, celui qui domine dans le monde actuel. Dans la vision chinoise, les organes, quand on parle de poumons ou de reins, ne correspondent pas exactement aux organes, reins ou poumons qu'on a en nous. C'est plutôt une somme de fonctions qui sont bien définies, très clairement définies pour chaque organe et qui sont en rapport avec ce qu'on appelle la rate, l'estomac, le poumon, etc. Mais ce n'est pas tant l'organe. Par exemple, l'organe qu'on appelle la vésicule biliaire. Si vous faites opérer la vésicule biliaire parce que vous avez beaucoup de lithiases trop importantes qui vous font souffrir et qu'on décide d'opérer, cela ne signifie pas que, par exemple, le méridien, le canal de la vésicule biliaire disparaît. Ça ne signifie pas qu'une partie en fait, des fonctions de la vésicule biliaire dans la vision chinoise disparaît. Non, car dans la médecine chinoise, la vésicule biliaire est sans rapport, par exemple, avec la digestion des graisses, avec la bile, etc. Le fonctionnement est beaucoup plus en rapport avec un aspect psychologique, en fait. La vésicule biliaire, c'est ce qui vous donne, de la force de caractère et une capacité à trancher quand vous avez des décisions à prendre, vous hésitez, vous faites la balance. À un moment donné, il faut donner, une décision. Ça, c'est la vésicule biliaire qui vous donne cette force. D'accord? Donc, il y a d'autres choses aussi dans la vésicule biliaire, mais disons que si on vous enlève la vésicule biliaire, si vous avez une attitude bien bonne pour trancher des décisions, vous ne la perdrez pas. Donc, ça veut dire que les organes de la médecine chinoise ne sont pas transposables aux organes de la médecine conventionnelle, celle qu'on connaît en général. Et si un acupuncteur, un praticien de médecine chinoise vous dit « vous avez un vide de sang du foie », ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de sang dans le foie. Ça veut dire simplement qu'une fonction particulière liée à cet organe que les Chinois appellent foie est en déficience sur un aspect yin qui s'appelle le sang et qui fait qu'il y a tel ou tel symptôme. Alors, je rappelle, Philippe, que là, on essaye de brosser un tableau général de la médecine chinoise pour que les gens comprennent un petit peu mieux et que s'en servent un petit peu mieux, au même titre que dans les précédents webinaires, quand on faisait de la nutrition, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, il fallait qu'on pose un petit peu les principes de la thérapeutique. Alors, je rassure les internautes, nous allons répondre aux questions, bien sûr, nous allons répondre, mais encore faut-il comprendre pourquoi nous allons répondre aux questions et comment on va les amener. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe juste aux émotions, parce que c'est un sujet assez prégnant. Quand on va voir un médecin chinois, est-ce qu'il doit prendre les pouls? Là, je montre ici. Est-ce qu'il y a des protocoles tout faits? Est-ce que la personne doit s'allonger? On dit, voilà, vous avez un mal de tête, donc je vais piquer là, là, là et là, sans prendre les pouls. Mais ça, c'est rapide comme réponse, s'il vous plaît. OK. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas une médecine chinoise, mais des médecines chinoises. Même traditionnellement en Chine, il y a différents courants, donc différentes méthodes, différentes manières d'aborder les choses. Il y a un fond commun, je dirais, une base commune à toutes ces méthodes, mais on peut avoir des approches différentes dans la manière de diagnostiquer un patient, de l'accueillir, de le diagnostiquer, de lui proposer un traitement. Il y a certains spécialistes qui se basent beaucoup sur la prise du pouls.
d'autres pas du tout, et d'autres qui, moi, c'est ce que je fais, qui me permet de confirmer ce que je vois dans l'interrogatoire, dans l'observation, dans la palpation, etc. Les autres types de palpation. Parce que je fais aussi beaucoup la palpation abdominale, qui est pour moi aussi importante que la palpation du pouls radial. Et à partir de là, l'ensemble des informations, y compris le pouls, permet d'avoir une image plus claire du fonctionnement du patient, ou plutôt de son dysfonctionnement lorsqu'il vient nous voir pour une pathologie. D'accord, donc c'est pas une condition sine qua non et absolue. Ce n'est pas obligatoire. Je pense que c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que votre acupuncteur ne prend pas le pouls que forcément il n'y connaît rien. Je ne dirais pas ça, franchement. D'accord, c'est clair, comme ça on peut. Alors justement, vous nous avez fait une bonne explication sur la différence entre les canaux et les organes. Justement, moi je me pose la question, comment, de notre point de vue occidental, comment un organe ou un viscère peut contenir une émotion, parce que vous avez décrit dans Santé Corps Esprit, c'était passionnant, c'est absolument passionnant, parce qu'on se dit, j'ai des problèmes de foie, donc je suis en colère. Est-ce que je suis en colère parce que j'ai un problème de foie? Est-ce que j'ai vraiment un problème de foie? Comment un organe ou un viscère peut contenir une émotion? C'est pas possible, parce que quand on fait une dissection, il n'y a rien. La seule chose que j'ai à dire ce soir par rapport à ça, c'est que si vous croyez que ce que pense la science aujourd'hui, c'est la vérité, vous coupez d'une autre plus grande réalité, à mon avis. Bonne nuit à tout le monde. Alors, notre vision actuelle de l'être humain est forcément limitée par les outils qu'on a utilisés pour l'étudier actuellement. D'accord? Quand vous demandez à un philosophe de comprendre l'être humain, je peux vous dire qu'il voit autre chose que le scientifique. Qu'un haut dignitaire religieux étudie l'être humain, je peux vous dire qu'il voit différemment que le scientifique, etc., etc. Et il y a différentes manières d'interpréter le fonctionnement du corps humain. Je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, dans notre monde très occidental, très scientifique, on disait les émotions, c'est le cerveau. Vous voyez ou non? Jusqu'à ce qu'on s'est aperçu, il n'y a pas si longtemps, bon sang, mais le cœur également a une influence énorme, sur les émotions, ou plutôt l'inverse. Les émotions, on ne sait plus trop, on sait qu'il y a les deux. On sait qu'on peut calmer ses émotions en calmant son rythme cardiaque. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un lien aussi avec le cœur, la pompe cardiaque, qui est un élément émotionnel dans votre cœur. Et qu'est-ce qu'on nous a dit récemment? Que probablement dans l'intestin, notre poubelle, hein, ça dira des choses aux naturopathes, la poubelle qu'il faut sans arrêt nettoyer, en réalité, c'est aussi sans doute un élément qui permet d'avoir des émotions, qui favorise les émotions, qui favorise le système cognitif. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne connaît pas encore grand-chose de l'être humain. Voilà ce que ça veut dire. Et que je suis persuadé que au fur et à mesure, des recherches dans le futur, on s'apercevra que peut-être que les Chinois, peut-être que les Tibétains, peut-être que les praticiens de médecine ayurvédique, indienne donc, avaient une vision peut-être qui nous paraissait bizarre et qui est en réalité super pertinente et pour peut-être même soigner des pathologies mieux que notre médecine conventionnelle. Donc d'abord, essayez d'ouvrir votre esprit. C'est tout ce que je demande. Et votre cœur, et vous allez voir que c'est plus facile ensuite à imaginer qu'il y a des systèmes qui fonctionnent avec cette vision que chaque organe principal, pas tous, il y en a 5, c'est les 5 que j'ai évoqués tout à l'heure, sont en rapport avec un certain nombre d'émotions. C'est quoi? Je vous explique rapidement. On considère que les émotions dans la médecine chinoise, c'est de l'énergie. C'est un, pour dire énergie, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, c'est un aspect fonctionnel, c'est une fonction dans un corps. C'est ce qui permet, c'est des choses qui ne se voient pas, mais dont on peut voir les effets. D'accord? Et une partie de ce chi des organes, une partie de cette énergie de ces organes-là, produisent un chi particulier, produisent une énergie particulière qui est l'énergie émotionnelle. Bien sûr que c'est des énergies, c'est des mouvements. Regardez la colère, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Oups, ça monte, on devient chaud, rouge. Oui ou non? Bien sûr. Et ça, c'est un mouvement. D'accord? Et ça vient de votre foie. Alors que, par exemple, lorsqu'on a une peur, au contraire, la peur, elle vous abaisse, l'énergie descend. C'est ce qui fait que, par exemple, nos sphincters se relâchent et une grande peur peut faire qu'on se fait pipi dessus ou caca dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que les sphincters, les deux orifices inférieurs, les sphincters de l'anus et de l'urètre, sont gérés par qui? Les reins, qui sont en relation avec les peurs. Et quand vous avez une grande peur, vous avez une possibilité de vous faire pipi dessus parce que le rein est perturbé par cette peur qui a tendance à faire descendre. Donc oui, ce sont des énergies qui, lorsqu'elles sont, c'est des énergies positives. Parfois, elles deviennent moins positives et sont des causes de maladie, mais sont en droite ligne, avec votre santé. En d'autres termes, votre santé dépend également de vos émotions. D'accord ?
Alors, Est-ce que j'ai répondu, Frédéric, à ta question ou je me suis trop éloigné de ça? non, non, pas du tout. Je pense que c'est parfaitement clair. On arrive à mieux comprendre. Mais est-ce que si j'ai une colère, est-ce que je vais avoir un problème de foie et réciproquement? Est-ce que si je vais être Ah triste, je oui. vais avoir un problème de poumon? Est-ce qu'un problème de poumon va me donner de la tristesse? Alors, pour bien faire Non. comprendre à nos amis qui nous écoutent ce soir, Frédéric, je propose simplement de faire un rappel de 3 secondes. Il y a 5 grands organes, on les a vus tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé du foie. Ben, le foie, il est plutôt associé à la colère. D'accord? D'accord? Le cœur, lui, il est plutôt associé à la joie. Alors, quand on parle de la joie ici, c'est plutôt la joie, vous savez, de la personne comment dire, qui est un peu psychotique et qui se met à rire sans raison valable ou qui a des sauts d'humeur et de rire comme ça sans qu'il y ait de raison valable. Rire sainement, la joie saine, c'est pas ça. C'est D'accord? l'ensemble On d'énergie. parle de pathologie, c'est le rire ou la joie spontanée sans raison valable d'un psychotique, par exemple. D'accord? D'accord. Le troisième, c'est le poumon. Le poumon qui est un rapport, pardon, la rate. La rate est un rapport avec tout ce qui est la réflexion, les soucis. D'accord? Quand vous avez un souci, une anxiété, ça, c'est la rate. Je Le vais mettre poumon est la rate plutôt au courbouillon. associé. Pardon? Je vais mettre la rate au courbouillon. Exactement. Voilà, exactement. Ou c'est peut-être le spleen de Baudelaire, je ne sais pas. Je veux dire aussi. Et comment dire, le poumon donc, est plutôt associé à la tristesse. Mhm. D'accord? La tristesse, la notion de deuil, etc. Les reins, justement, c'est la peur, voire la frayeur. D'accord? Et tous ces organes sont associés à ces émotions, qui sont grosso modo les grandes émotions qui gèrent notre vie humaine. Et, euh, euh, et donc, oui, ça veut dire que si vous avez une colère, une tendance, pas à avoir une colère une fois dans votre vie, mais si tous les jours vous êtes énervé, irritable, vous mettez fréquemment en colère, vous avez certainement un problème avec le foie. Donc, pour répondre à ta question, Frédéric, directement, je dirais oui pour le foie. En revanche, les autres émotions sont peut-être un petit peu moins spécifiques qu'on le dit d'habitude. En d'autres termes, il y a des tristesses qui viennent d'autres mécanismes, si vous voulez, d'autres organes ou d'autres mécanismes que le poumon. Alors ça, c'est le job, si vous voulez, du praticien de médecine chinoise, de savoir qu'il y a des tristesses qui sont du poumon, des tristesses qui viennent plutôt de la rate, de l'estomac, etc., etc., ou du cœur. D'accord? Il y a différentes possibilités dans chaque. On va dire qu'il y a 5 organes qui engendrent 5 voire 7 émotions majeures, mais que ces émotions majeures, ça c'est l'aspect physiologique, peuvent, d'un point de vue pathologique, être provoquées par d'autres déséquilibres que les organes auxquels ils sont vraiment associés au départ, d'un point de vue plus physiologique. Ça me semble parfaitement clair. Alors, Okay. justement, pour faire la transition entre ce que vous nous dites et les questions de nos internautes et les questions qu'on va se poser ensemble, quelle est la place, et c'est là où ça a une vraie importance comme transition, quelle est la place du signe clinique, du symptôme? Je vous donne un exemple, l'eczéma, parce que c'est une question qui va être posée, à mon avis, elle a été posée. Ça, c'est un signe, c'est un symptôme, c'est une doléance, c'est une souffrance. Est-ce que le médecin traditionnel chinois va prendre en compte le signe ou bien va carrément s'occuper de la globalité de l'individu pour soigner éventuellement le symptôme? Mais tout, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, quand on reçoit un patient, la première chose qu'on lui demande, c'est quelle est votre souffrance? À partir de là, on essaie de voir qu'est-ce qui accompagne cette souffrance. Si une patiente vient me voir pour des douleurs de règles, je vais m'interroger sur ce qui accompagne également ces douleurs de règles. Certaines vont avoir des maux de tête, d'autres vont devenir très, très frileuses à ce moment-là, d'autres sont plus énervées, d'autres ont une augmentation de l'envie de sucrer, etc., etc. Il y a plein de possibilités. D'accord? Eh bien, à partir de cette plainte principale et des autres symptômes, mais aussi la prise du pouls, l'observation de la langue, du teint, la palpation de l'abdomen et de la palpation des canaux, des fameux méridiens, on peut avoir un ensemble de signes et symptômes qui nous dit, ben voilà, cette dame a des douleurs de règles de tel type ou de tel type. Parce qu'en médecine chinoise, il n'y a pas, si vous voulez, de traitement standard. Il n'y a pas une maladie, un traitement. D'accord? Il n'y a pas tel germe et tel antibiotique. Il n'y a pas ça. Il y a un individu d'abord qui a une souffrance. Et selon l'individualisation de sa souffrance, on peut donner des traitements très différents. Même des traitements qui peuvent même paraître, d'un point de vue extérieur, très aux opposés pour soigner finalement la même plainte. C'est-à-dire que la dysménorrhée, la douleur de règle de Madame Dupont n'est pas obligatoirement traitée de la même manière que la douleur de règle de Madame Durand. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une grande individualisation des traitements en médecine chinoise. Et donc, pour faire cette individualisation, eh bien, il faut prendre tous ces symptômes, ces petits symptômes qui passent inaperçus, qui ne sont pas importants pour la médecine conventionnelle, par exemple, et qui, pour nous, parfois, nous permet de dire, ah ben voilà.
ce symptôme plus celui-là et celui-là, c'est sûr et certain, on est dans cet environnement pathologique et on doit le traiter avec tel point d'acupuncture, tel massage, telle plante, etc., etc. Alors, on est parfaitement dans le principe de santé corps-esprit. Vraiment, le corps et l'esprit sont liés et que chaque individu a sa spécificité, qu'il n'y a pas de protocole systématique. C'est un petit peu pour amortir les questions de nos internautes parce que on va imaginer qu'à chaque pathologie, vous allez donner une recette. En fait, c'est une approche qu'on va essayer de donner plutôt qu'une recette parce que c'est pratiquement impossible de donner cela. Donc, on est vraiment dans Permets-moi, Frédéric, de parler de ça, c'est très important. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous les gens, ils sont nombreux, je vois, qui nous écoutent. énormément. En médecine chinoise, on ne peut pas donner des traitements, il n'y a pas de traitement symptomatique. On n'a pas de traitement symptomatique. C'est une médecine qui est là pour vous traiter, vous, avec votre souffrance. On n'a pas de solution toute faite pour toute une maladie. Alors, bien sûr qu'il y a quand même des tendances, il y a des plantes qui traitent plutôt tel type de maladie, tel autre, bien entendu, mais qui ont un caractère, qui sont chauds, qui sont froides, qui sont asséchantes ou qui sont humidifiantes, qui plutôt montent ou plutôt qui descendent. Et tout ça, ce sont des mouvements d'énergie, justement, qui nous permettent de vous rééquilibrer. Je ne peux pas, si vous me dites, voilà, moi j'ai une bronchite chronique, rien qu'avec ce nom-là, je ne peux pas vous aider. Par contre, si vous me dites bronchite chronique avec un certain nombre d'autres symptômes, moi, c'est moi qui vous orienterai pour éventuellement vous faire, communiquer ce dont vous souffrez. À partir de là, oui, on peut vous donner un traitement, mais qui est individualisé. Donc, il n'y a pas, comme on peut avoir dans certaines autres approches de médecine naturelle, un traitement aussi, tiens, voilà, maladie d'Alzheimer, il faut faire ça, maladie de ceci, c'est ça. On n'a pas de choses préétablies. C'est évident. Comprenez que la faiblesse de la médecine chinoise, c'est d'être très difficile à communiquer au grand public parce que justement, elle est complexe. Par contre, sa force, c'est qu'elle vous permet de faire des traitements qui sont hyper individualisés, qui vous permettront d'être vraiment, de recevoir normalement, si on fait bien notre travail. Des fois, on ne fait pas bien notre travail. Des fois, ça m'arrive de me tromper, d'être à côté, de faire un diagnostic qui est erroné. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on fait bien notre job, le traitement, il est à vous, il est pour vous, les choses évoluent. Et c'est vrai qu'on traite à ce moment-là la globalité, Frédéric. C'est là où on traite la globalité, mais en s'appuyant sur les spécificités de chacun. Alors, on a parlé des émotions, on a parlé. Est-ce que on va donner des grands axes parce que c'est quand même l'idée du webinaire, c'est de donner des grands axes et d'aider au maximum nos abonnés, nos internautes à bien s'orienter, comme on l'a fait sur les précédents webinaires, en disant ce serait plutôt dans telle thérapeutique qu'il faudrait faire, aller voir, etc. Parlons dans un premier temps d'un sujet que vous avez traité aussi, mais qui est assez important, c'est l'hypertension artérielle. En médecine chinoise, ça correspond à quoi à peu près? Ça, c'est la question la plus difficile de ce webinaire. L'hypertension artérielle n'existe pas en médecine chinoise. D'accord, c'est clair. Pourquoi? Je vous explique. Le terme hypertension artérielle est un terme qui a sans doute été inventé au 19e siècle, peut-être au 20e, mais sans doute au 19e. Et donc, il y a 2000 ans avant, la médecine chinoise était née. Donc, pendant 2000 ans, la médecine chinoise n'a pas parlé de cette maladie en tant qu'hypertension artérielle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'hypertension artérielle, dans la majorité des cas, est asymptomatique. En d'autres termes, il ne donne pas de symptômes. Vous pouvez avoir une tension très élevée et n'avoir aucun symptôme visible. Vous digérez bien, vous respirez bien, votre cœur pour le moment va bien, etc., etc. Alors certes, votre hypertension peut vous amener à avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, mais avant cela, vous pouvez avoir l'impression d'avoir une pêche fantastique. Et donc c'est une maladie qui n'est pas symptomatique. Parfois si, parfois bien entendu qu'on peut avoir d'hypertension avec des maux de tête, des légers vertiges, des sensations de chaleur, etc. Bien entendu. Mais vous pouvez avoir une hypertension artérielle, même relativement élevée, où il n'y a strictement aucun symptôme. D'accord ? Et la médecine chinoise, c'est basé sur les choses visibles, sur les choses extérieures. Je m'explique. Nous, en médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'on a ? On a les urines sanguines. On a les analyses urinaires, on a des IRM, des scanners, des radios, c'est-à-dire des moyens technologiques, c'est de la science, c'est de la technologie qui permet d'aller voir comment se passe telle fonction dans le corps, au niveau du sang, de l'urine, etc. Et c'est fantastique, et c'est génial. La médecine chinoise, il y a 2000 ans, bien entendu, il y a 3000 ans, n'avait pas tous ces outils aussi technologiques. Donc, ils ont été obligés d'en trouver d'autres. C'était quoi les autres ? Eh bien, c'est l'observation attentive des symptômes et savoir qu'un symptôme plus tel autre, plus tel pouls et telle langue, on dit ah voilà, cette pathologie est là, on va la traiter comme ça. Notre manière de voir à l'intérieur du corps, beaucoup, c'est la langue.
On observe la langue selon la couleur, comment dire, de la langue, sa forme, les enduits qu'il y a sur la langue, selon leur épaisseur, leur couleur, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. On a une manière, on voit comment le corps fonctionne à l'intérieur, comment vos organes fonctionnent, les grandes fonctions de votre organe, de votre organisme fonctionnent. Et pareil, le pouls radial. Il y a d'autres formes de pouls, hein, il y a d'autres pouls sur le corps, nous permettent de savoir, ah tiens, voilà, à l'intérieur, ça fonctionne mal au niveau du rein, ça fonctionne mal au niveau du cœur, etc., etc. Moi, je peux vous garantir que sur l'année qui s'est écoulée, j'ai peut-être envoyé 4-5 patients voir un cardiologue et ils ont bien sûr détecté ou des arythmies ou des insuffisances cardiaques, etc., etc. C'est-à-dire que c'est des choses qui étaient passées inaperçues chez leur généraliste, mais moi, avec ma médecine chinoise, et comment dire, j'ai réussi à détecter ça. Je ne dis pas que je suis fantastique, c'est n'importe qui fait de la médecine chinoise fait ça, hein, d'accord, je vous rassure là-dessus. C'est un aspect qui s'apprend, il suffit d'avoir la bonne méthode. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos moyens de détecter l'hypertension artérielle ne sont pas les mêmes. On n'a pas, comment dire, des outils qui nous permettent de dire, tiens, on est à 16,9 ou à 16,10. D'accord, on n'a pas ça. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est plutôt, on a un certain nombre d'autres symptômes qui nous permettent de dire si cette personne a l'hypertension avec tel symptôme, eh ben, on va la traiter plutôt de cette manière-là ou dans une autre manière. L'hypertension artérielle, comme l'hypercholestérolémie, par exemple, ou l'excès de triglycérides, etc., ne sont pas des pathologies qui étaient prises en compte en Chine, tout simplement parce que la technologie n'était pas là. Et en revanche, ça nous permet, on est capable de détecter des maladies que parfois la médecine occidentale ne voit pas, ou en tout cas bien plus tard, ou quand le problème est là. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Ça m'amène à une question que beaucoup d'internautes se posent. Comme il y a une complexité, que c'est extrêmement personnalisé, j'imagine qu'on doit pouvoir trouver un praticien de médecine chinoise correctement. Comment, potentiellement le choisir, mais vous n'avez pas donné des noms évidemment, mais comment le choisir? Et y a-t-il un annuaire? Y a-t-il des gens? Quels sont les critères qui nous permettraient de bien choisir notre médecin chinois? Alors, qui ne soit pas chinois non plus. En Suisse, c'est très facile parce que la profession est reconnue et elle est, comment dire, organisée. Donc, il y a des annuaires, il y a des fédérations, comment dire, qui peuvent diriger les gens au bon endroit. En France, malheureusement, vous savez qu'on est un pays un petit peu retardataire sur un certain nombre de choses au niveau des médecines non conventionnelles et notamment, à part l'ostéopathie, il n'y a aucune médecine non conventionnelle qui a été réglementée. Et donc, du coup, nous n'avons pas le droit de pratiquer notre art. Nous sommes des hors-la-loi. Nous sommes comme, en fait, comme les vendeurs de drogue, considérés comme des vendeurs de drogue. À la différence, c'est que nous payons nos impôts, on paye la TVA, on paye l'URSSAF, on paye comme vous exactement la même chose. Et par contre, on peut se faire tomber dessus par le Conseil de l'ordre des médecins et avoir vraiment des gros ennuis et être empêché de pratiquer notre passion, notre art. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, forcément, on trouve difficilement des annuaires actuellement en ligne parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières il n'y a pas très très longtemps dans la profession. Il y a eu des dizaines et des dizaines de procès et que donc du coup, ben, en attendant qu'il y ait une hypothétique réglementation de cette profession, ben, on travaille caché, on travaille dans des caves souterraines, comment dire, voilà. C'est triste, mais il faut noter, vous devez savoir, c'est que si vous, patient, pour vous, votre santé est importante et vous pensez qu'on doit avoir le libre choix thérapeutique, vous devez faire pression sur vos élus. Comment dire, votre vote est important. Vous devez écouter les politiques qui sont ouverts à ces approches-là parce qu'il faut arrêter. En Europe, je crois qu'on est encore un des rares pays, je crois avec l'Italie, avec l'Espagne, à ne pas avoir une reconnaissance de la médecine chinoise. Dans tous les autres pays, c'est reconnu. C'est absurde, c'est incroyable. On est à l'âge de pierre et c'est vraiment triste. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour un patient de tomber sur, par exemple, une fédération qui se porte garante d'un thérapeute, etc. Pour le moment, ce n'est plus possible parce qu'il y a trop de danger pour ces gens-là. Philippe, il faut donner une solution. Il faut essayer de trouver une solution. Les internautes veulent des praticiens dits de confiance. Tout le monde ne peut pas aller à CIGES, hein, on s'entend. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de contacter un syndicat qui s'appelle l'OSMC, osmc.fr.
OSMC.fr, qui sont en fait une des fédérations. En fait, c'est un syndicat. C'est un syndicat qui se bat pour justement la reconnaissance de la médecine chinoise, qui regroupe un certain nombre de praticiens. Donc, c'est un syndicat de praticiens. Et ces gens-là pourront, à travers Internet ou le téléphone, mais plutôt Internet, parce que si tout d'un coup, il y a 400 personnes qui leur demandent, qui les appellent, ça va être compliqué. Mais envoyez-leur à ce moment-là une demande à ce niveau-là, puis ils vont essayer de vous diriger vers des praticiens compétents qui sont reconnus. Je sais qu'à l'OSMC, ils sont très, très regardants sur qui fait partie de leur syndicat, parce qu'ils veulent vendre la qualité, ils veulent faire la reconnaissance professionnelle de ce métier. Et donc, du coup, ils sont très regardants. Donc, ce sont des gens qui peuvent vous diriger vers des praticiens compétents. Parlons d'un fléau qui est de plus en plus inquiétant, le diabète. Qu'est-ce que pense la médecine chinoise du diabète? Alors ça, en revanche, autant l'hypertension artérielle ne faisait pas partie des meubles, en guillemets, bien que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là si vous le souhaitez, mais en tout cas pour le diabète, ça fait partie vraiment des médecines qui ont été étudiées depuis très très longtemps et qui ont été décrites. Alors c'était plus la description des diabètes de type 1, de diabète sucré, mais pas que, parce que vous savez que les diabètes de type 2, au bout d'un moment, lorsqu'ils sont bien installés, ils sont en fait assez similaires au diabète de type 1. En revanche, il y a eu vraiment une vision très très claire. Par exemple, pour vous donner une petite idée, dans la classification des maladies du diabète en médecine chinoise, il y a différentes classifications possibles, mais il y en a une qui parle du diabète qui est ce qu'on appelle le foyer supérieur, le diabète du foyer central, le diabète du foyer inférieur. Alors grosso modo, le foyer supérieur, c'est tout ce qui se passe au-dessus, tous les organes qui sont au-dessus du diaphragme, d'accord ? Le foyer supérieur, c'est ce qu'il y a entre le diaphragme et l'ombilic. Et tout ce qui est en dessous de l'ombilic, c'est le foyer inférieur. Et en fonction des manifestations qui dominent dans le diabète, on va dire que c'est plutôt le foyer supérieur ou le foyer central, le foyer inférieur. Par exemple, si dans votre diabète, ce qui domine, c'est une grande soif, on va considérer que c'est un diabète de foyer supérieur et on va plutôt réguler le poumon, souvent, avec des remèdes qui vont humidifier le poumon, rafraîchir le poumon. Et alors, bien entendu, on s'est aperçu a posteriori, à notre époque, que la plupart des plantes qu'on donnait pour traiter ce type de diabète, par exemple, avaient aussi des vertus hypoglycémiantes, comme par hasard. Mais sauf que cette notion-là, comprenez-la bien, il y a 2000 ans, n'existait pas. C'est une notion qui vient de naître, elle a quoi, 100 ans, 120 ans, 150 ans, cette notion. Donc, en d'autres termes, ça vient de naître, par rapport en tout cas à la médecine chinoise. Et donc, par rapport à ce type de diabète de foyer supérieur, on va traiter le poumon. Quand c'est plutôt un diabète où le symptôme qui a dominé, c'est une grande faim, vous avez très faim, vous avez envie de manger, etc. À ce moment-là, on va plutôt réguler l'estomac. Et là encore, ça, c'est plutôt rafraîchir, clarifier, refroidir, si vous voulez, l'estomac avec d'autres types de plantes qui ne sont pas forcément les mêmes que celui du poumon. C'est quelque chose de plus spécifique, d'accord? Et celui du foyer inférieur, c'est quand, dans vos signes de diabète, celui qui domine, c'est des mictions abondantes. Vous allez uriner très, très souvent d'une manière abondante. À ce moment-là, on dit que c'est le foyer inférieur. Alors ça, c'est des classifications qui vont permettre, d'un point de vue diagnostique, de dire on va travailler plutôt sur le poumon, plutôt sur l'estomac, ou plutôt sur les reins. Ça, c'est le foyer inférieur pour le diabète du foyer inférieur. Et, bien entendu, malgré cette classification en 3 pôles, on va prendre l'individualisation du patient. C'est que, OK, mon patient a un diabète avec une grande faim, OK, mais il a en plus tel symptôme, plus celui-là, plus celui-là. Donc, je vais adapter mon traitement à l'acupuncture, je vais adapter mon traitement avec des plantes, je vais adapter, etc., etc. D'autres termes, encore une fois, on va quand même individualiser le traitement, car il n'y aura pas de traitement, encore une fois, complètement standard. Est-ce que la médecine chinoise a un point de vue sur la perte de poids? Alors, pensez une chose, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces 10 000 dernières années, le problème de l'être humain, ce n'était pas perdre du poids, c'était d'en prendre du poids. C'était ça son problème. N'oubliez pas que l'humanité a été plutôt malmenée par des famines, par des disettes, par des difficultés en fait à manger. Il y a 5000 ans, pour manger, il ne suffisait pas de descendre en bas de chez soi et d'aller à la supérette. C'était pas comme ça. On était obligé d'aller chasser, d'aller cultiver, c'était dur. Et l'abondance alimentaire n'était pas assurée, n'était pas obligatoire. Il suffisait qu'il y ait une super mauvaise récolte une année, 2 années, 3 années, et je peux vous dire que c'était ce qu'on appelait la disette, voire la famine, et on en mourait. En d'autres termes, le corps humain, il n'a pas été produit, fabriqué
pour perdre du poids. Il a été fabriqué pour en gagner, mes amis. En d'autres termes, pendant 10 000 ans, nos gènes sont construits pour, dès qu'on a des bons aliments pour faire du stockage, on en fait du stockage. Et on a besoin du stockage. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la prochaine récolte. On ne sait pas ce qui va se passer. Votre corps sait qu'il y a un risque de disette. Alors, bien sûr, ça s'est fait sur des centaines, des siècles et des siècles. Mais notre corps est génétiquement programmé pour prendre du poids, mes amis, pas pour en perdre. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que chaque année, il y a un nouveau régime qui est proposé. C'est pour ça que c'est compliqué, y compris pour la médecine chinoise, de faire maigrir, parce que c'est quelque chose d'anti-naturel. Tout ce qui va contre un mouvement génétique programmé est difficile à traiter. Donc, je peux vous dire que faire perdre du poids, on peut y arriver, il y a des solutions, mais c'est pas facile. Et moi, je préfère, franchement, traiter une maladie cardiaque sérieuse qu'une perte de poids. D'accord? Et comprenez que vous êtes tous, pratiquement tous, peut-être à part moi, comment dire, fabriqués pour prendre du poids. Bien sûr qu'il y a des constitutions, il y a des gens qui ne prennent pas de poids, qui sont toujours fins, et quoi qu'il arrive, ils seront fins. Mais la majorité d'entre nous, malheureusement, ont des gènes qu'on appelle épargnants. Certains scientifiques américains ont parlé de gènes épargnants, c'est-à-dire qu'ils font de l'épargne. Dès que c'est possible, whoop. Et qu'est-ce qui s'est passé ces 35 dernières années? Il y a eu une modification de la nature de nos aliments à cause de l'industrie agroalimentaire. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. C'est simplement un constat. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, par exemple, sur de bonnes graisses vers de mauvaises graisses, de bons glucides vers de mauvais glucides. Mauvaises graisses, mauvais glucides. Maintenant, on n'est plus dans les champs. Autrefois, on travaillait tous dans les champs. On ne faisait pas des webinaires il y a 100 ans. On était dans les champs. Là. En ce moment, on serait dans les champs en train de faire notre job. Et donc, on avait une activité physique. Aujourd'hui, on n'a plus d'activité physique. Et en plus, notre alimentation, elle est super performante pour faire grossir. Donc, les deux ensemble fait que on a tendance à être plutôt en surpoids. Et on sait que c'est vraiment un problème de santé publique parce que le surpoids et l'obésité est vraiment en lien avec l'augmentation d'un grand nombre de maladies, y compris les pires, et que c'est une vraie catastrophe. Mais c'est pour ça que c'est un vrai challenge de faire maigrir parce que notre corps n'est pas fait pour maigrir. L'activité sportive. Je suis désolé pour les mauvaises nouvelles, les amis. Je suis désolé. C'est juste la réalité. Il y a Roselyne qui nous pose la question. Alors, j'enchaîne sur les questions des internautes parce que ça fait, mine de rien, ça fait presque 1 heure que vous nous expliquez les grands fondements. Il y a Roselyne qui nous parle d'une pathologie qui est extrêmement fréquente et qui, de mémoire, fonctionne très très bien, enfin, est très efficace. La médecine chinoise est très efficace sur cette pathologie, c'est le zona. Roselyne nous pose la question. Mon fils a un zona qui revient 1 fois par mois depuis des années. Un zona ou un herpès? 1 fois par mois, un zona, c'est pas fréquent, ça. Roselyne, sauf erreur de ma part, je lis la question de Roselyne. Mon fils a un zona qui revient 1 fois par mois depuis des années. Y a-t-il un remède pour l'éradiquer définitivement? Alors, je pense que le zona est en général… oui. Alors oui, je dirais oui. Il y a possibilité de traiter cette pathologie et surtout si elle est chronique comme ça. Je suis un peu étonné que ce soit un zona qui soit aussi répétitif, mais pourquoi pas? Tout est possible dans la vie. Et je pense, toi, Frédéric et moi, comme on voit beaucoup de patients, on a tout vu. On a tout vu. Donc oui, en effet, tout est possible. Donc un zona chronique comme ça, alors moi, j'adorerais travailler sur ce cas-là, parce que je suis sûr qu'en étudiant un petit peu la situation, on pourrait utiliser un certain nombre de plantes, de points d'acupuncture, qui permettraient vraiment, et peut-être modifier l'alimentation, qui permettrait de remettre un équilibre du corps pour éviter qu'il ait sans arrêt, cette inflammation, cette inflammation virale. Même si c'est viral, même si c'est viral, il y a toujours moyen d'équilibrer le corps. C'est ce qu'on va faire, nous, praticiens médecinois, de rééquilibrer le corps pour que le pathogène ne prenne pas le pas. Une fois que vous avez le zona, le type de virus qui est l'origine du zona, il reste dans le corps. Donc, vous avez toujours la possibilité que ça se réveille un jour ou un autre. Bon, en général, lorsqu'on a fait un bon zona, là, dans la majorité des cas, on ne refait pas un deuxième. Mais ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui, malheureusement, ont fait 1, 2, d'accord? Mais tous les mois, c'est plus rare. Mais c'est jouable. Il y a des plantes qui sont extrêmement puissantes. Il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça qu'il faut faire, là encore, un diagnostic différentiel, individualisé, pour dire si on va dans une direction ou une autre. Mais si c'est un jeune homme, très probablement qui a à la fois une notion de déficit et d'excès en même temps. Il y a sans doute… après, il faut voir si le zona est en haut du corps, au milieu du corps, en bas du corps. Là aussi, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et chacune de ces possibilités a un traitement en acupuncture
et en phytothérapie chinoise. Mais je pense, si c'est aussi chronique, il faudrait vérifier l'alimentation et voir ce qu'il faudrait faire. Dans le cas de Zona, est-ce qu'il faut intervenir très vite ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit installé a priori? La première chose, dans le cas qu'on nous parle là, il ne faut pas essayer de traiter l'aspect aigu, il faut faire en sorte de faire une espèce de prévention pour pas que ça se reproduise. C'est évident, mais là, dans le En cas revanche, la plupart du cas, les zonas, c'est quelque chose d'aigu. Un jour, tout va bien, le lendemain, pam, la ligne du zona va apparaître. C'est des lignes qui suivent en général des réseaux nerveux et on ne peut pas le prévoir. C'est difficile de prévoir ça. Mais dans ces cas-là, alors là, c'est plus tôt on le traite, mieux c'est. D'accord. Là où nous sommes bien placés aussi en médecine chien, c'est pour les séquelles de zona. Parce que parfois, vous avez le gros de l'inflammation est parti, d'accord, mais il va rester des douleurs nerveuses sur la région du dos, du thorax, par exemple, et souvent des douleurs qui persistent pendant des mois et des mois. Il y a moyen d'éliminer ça avec l'amoxibustion, peut être un super. L'amoxibustion, je vous rappelle, c'est une plante, c'est l'armoise, c'est une variété d'armoise que l'on chauffe pour chauffer des zones du corps ou des points d'acupuncture qui nous permettent d'éliminer des facteurs pathogènes, plein de choses différentes. Donc en acupuncture, en moxibustion, en phytothérapie, il y a vraiment moyen de faire un super boulot pour l'aigu et pour le cas de ce jeune homme-là. Alors, Martine nous pose la question, parce que là, on monte d'un étage, voire un petit peu au-dessus. Martine nous pose la question, comment la médecine chinoise peut aider une personne sous antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères depuis 1 an et demi. D'une façon générale, est-ce que la médecine chinoise peut sevrer des somnifères, sevrer éventuellement des anxiolytiques et aller plus loin, sevrer des antidépresseurs? Écoutez, j'ai écrit 2 ouvrages sur les troubles psycho-émotionnels. Il y en a un qui est dédié à la dépression mentale. Donc, je connais assez bien, je dirais, le sujet et je peux vraiment affirmer qu'il y a vraiment différents types de dépression. Elles se traitent vraiment de manière très différente et qu'il y a moyen vraiment totalement de permettre à une personne de quitter sa dépression et petit à petit de se sevrer d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, etc. C'est pas toujours facile, surtout si les médicaments sont pris depuis des années. Malheureusement, on voit ça aujourd'hui de plus en plus. Par contre, je voudrais vous dire, c'est que la dépression, c'est vraiment une grande souffrance. Je dirais que aujourd'hui, mon point de vue, ça ne regarde que moi. C'est-à-dire, c'est que quand il y a un risque pour la personne, par exemple, vraiment des idées suicidaires, il faut prendre des médicaments dans l'urgence, c'est une très bonne chose, il faut y aller, il n'y a aucune hésitation à avoir. En revanche, pour les gens qui sont en une espèce de dépression, on va dire, où la personne ne va pas se jeter par la fenêtre, c'est, à mon avis, une erreur de prendre des antidépresseurs. Les anxiolytiques, les antidépresseurs ont un impact très négatif sur votre cerveau. Et je suis sûr que, pareil, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on parlera du scandale des anxiolytiques, du scandale des antidépresseurs, parce qu'on sait déjà que certains antidépresseurs, par exemple, aident les déprimés à passer à l'acte, à suicider plus facilement. Il faut le savoir. Que ce n'est pas systématique, bien entendu, tous les antidépresseurs ne font pas ça. Et en plus, il y a un aspect très individuel. Vous avez des gens, pour un antidépresseur donné, ça va plutôt bien passer, et d'autres, ils ont encore plus envie de se suicider. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas des remèdes anodins. Et que s'il y a une urgence, il faut assurer. Là, il faut prendre la précaution maximale, il n'y a rien à dire. Et dans les cas où c'est un peu plus chronique, c'est simplement une espèce de déprime un peu plus forte, mais que la personne ne risque pas sa vie, il faut chercher d'autres moyens. L'homéopathie, la naturopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise, n'importe, mais trouver d'autres moyens. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la dépression, c'est simplement un message qu'on vous donne de dire il y a des choses à changer en vous. La plupart du temps. Il y a des dépressions qui sont vraiment très physiologiques. Par exemple, pour donner un exemple, et ça évoquera beaucoup de choses à certaines des personnes, des dames qui nous écoutent ce soir. Juste avant les règles, certaines femmes, sont complètement déprimées. D'accord, par exemple. Ça, ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas une dépression psychologique. C'est une dépression qui est physiologique. Alors, on l'explique, nous, mais c'est une chose. Vous l'expliquez même si ça vous intéresse, le mécanisme. D'accord. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que dans ces cas-là, comme c'est physiologique, il ne s'agit pas de changer sa vision du monde. Ce n'est pas ça. En revanche, assez souvent,
les dépressions arrivent à des moments où la vie nous demande de modifier notre conscience sur certaines choses, sur la vie ou autre chose, peu importe. Donc, il faut aussi utiliser ces durs moments, ces sales moments, pour tenter de modifier des choses dans notre vie. On peut se soigner naturellement si on n'est pas dans l'article, enfin comment dire, si on n'a pas des idées suicidaires. Il faut plutôt se soigner naturellement et se poser des questions sur la cause de cette dépression. Est-ce qu'en médecine chinoise, vous auriez au moins, on parle de pharmacopée, donc des plantes chinoises. Alors la première question, c'est où on trouvait des corrects. Et la deuxième, est-ce que vous auriez quand même, parce que je vous force un petit peu dans ce sens-là, est-ce que vous auriez un petit tuyau à donner aux personnes qui… Okay. On ne parle pas des antidépresseurs lourds. On a bien compris que ça, c'était médicalement important de se supplémenter. Et après, on parle d'un état où on n'est pas bien. Est-ce qu'il y a des plantes chinoises? Ok, je vais vous parler des plantes chinoises. Je vais vous parler des plantes chinoises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pharmacopée chinoise, c'est-à-dire l'ensemble des plantes qui sont utilisées dans la pharmacologie chinoise, comment dire, et c'est un système qui est différent des plantes de la phytothérapie européenne, différent de l'aromathérapie. Je vous explique en fait. C'est que en général, dans notre phytothérapie à nous, il y a très peu de choses qui sont dangereuses. Il y a très peu de choses qui ont des effets secondaires très très forts. En pharmacologie chinoise, il faut penser, c'est que la médecine chinoise, la pharmacopée chinoise a été pensée pour sauver les gens de la mort, comment dire, dans des maladies graves, à l'époque où il n'y avait pas de médecine conventionnelle. Il faut savoir, c'est que les Chinois ont inventé un système de médecine vraiment pas pour faire de la prévention et être le mieux-être. C'est pas ça. C'est d'abord traiter des maladies graves, des maladies sérieuses, des maladies auxquelles on peut mourir. Donc, à l'intérieur de la pharmacopée chinoise, des plantes chinoises, vous avez des choses qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Je vous donne un simple exemple. On utilise par exemple une plante qui s'appelle Tahuang. Tahuang, littéralement, ça veut dire la grande jaune. En fait, c'est quoi? C'est la racine de la rhubarbe, une variété de rhubarbe. Cette rhubarbe, on l'utilise en décoction. Si vous utilisez par exemple 10 grammes en décoction, je peux vous dire que vous allez à la selle pendant 2 ou 3 jours non-stop. En d'autres termes, ça ne va pas vous tuer, hein, je vous rassure. Hein. Vous allez avoir des escarres aux fesses, mais vous n'allez pas mourir. En revanche, c'est violent, c'est puissant, ce n'est pas rien. C'est une pharmacopée qui est puissante. Et c'est pour ça, en fait, que la médecine conventionnelle, souvent, et nos médecins, chez nous, font résistance par rapport à la pharmacopée chinoise, parce qu'ils savent qu'elle est efficace, elles savent qu'elle est puissante, que là, il y a un vrai concurrent en phase 2. Et donc, du coup, on ne peut pas, nous, professionnels, laisser en libre service la plupart de ces plantes. Beaucoup sont anodines, la majorité sont anodines, comme les plantes de notre pharmacopée européenne, mais d'autres sont vraiment très spéciales à utiliser. Et on ne peut pas laisser un accès direct aux patients. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de risques pour la santé en général si on ne connaît pas. Il faut maîtriser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on fonctionne? C'est très simple. Un patient va avoir un praticien bien formé, qui connaît bien son domaine et qui, lui, va adapter le traitement et met en relation ce patient avec un laboratoire spécialisé qui va lui donner le remède adapté. D'accord? Donc, malheureusement, aujourd'hui, en Occident, c'est partout comme ça en Occident, soit aux États-Unis que je connais bien, parce que j'ai donné des cours, comment dire, au Canada, en Europe même, en Allemagne, etc. Vous n'avez pas accès directement à la pharmacopée chinoise. Et c'est mieux. Je vous assure que c'est mieux. Pas d'automédication. On ne peut pas laisser certains médicaments de la médecine conventionnelle en libre service. Ça serait trop dangereux. Ben là, c'est la même chose. Pensez que la médecine chinoise, c'est pas de l'eau sucrée. Ça peut être très rock'n'roll. Ça peut vous sauver la vie ou vous déglinguer si vous faites n'importe quoi. Par contre, l'avantage, ça fait 3000 ans qu'on utilise ces plantes. Un professionnel connaît super bien, il sait exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, les bonnes combinaisons, les bonnes posologies, ce qui était contre-indiqué pour la femme enceinte, par exemple, ou telle personne ou telle autre. C'est-à-dire que notre connaissance, elle est, à la différence de la médecine conventionnelle, comme c'est une médecine qui est récente, qui se réinvente tous les jours, sans arrêt, elle invente des médicaments avec des effets secondaires qu'elle ne sait pas maîtriser. Dans 200 ou 300 ans, la médecine conventionnelle sera géniale, mais pas avant. Nous, ça fait 3000 ans qu'on est là, les gars, et nous, on a déjà fait nos bêtises. Ça y est, on a tué les patients il y a 3000 ans, c'est fait. C'est fait, c'est fini. Donc nous, maintenant, on est safe. Le peu de bêtises qui sont faites actuellement avec les plantes chinoises sont faites par des gens qui utilisent justement les plantes chinoises sans les connaître et qui font des bêtises. Les choses qui ont eu il y a quelques années, comment dire, en Europe, sont dues à des médecins qui ne connaissaient pas la pharmacopée chinoise sur des plantes, sur des durées de traitement qui étaient complètement inadaptées, associées à des médicaments, des molécules qui étaient interdites, parce qu'il faut le savoir. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu quelques ennuis. En d'autres termes, pour dire ça, vous ne pouvez pas avoir accès directement
aux plantes. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Je préfère que ce soit différent. Mais c'est comme ça et ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Et en revanche, les gens que vous allez voir, les praticiens de médecine chinoise, qui sont compétents, qui sont formés dans ce domaine-là, peuvent vous donner des plantes qui sont super bien adaptées en vous et vous feront du bien et ne peuvent faire que du bien. Je n'arriverai pas à vous extraire un truc ou une astuce. Je peux vous donner quelque chose, hein, mais ça ne va ça vous. Je pas envie qu'on leur fasse du mal. Non, là, vous pouvez nous aider. Et là, je suis sûr que. Je vais vous donner un truc. Ah, si, je sais. Il y a un remède qui s'appelle Kan Mai Ta Cao Tang. Ça veut dire quoi? C'est en fait la combinaison, souvent dans les remèdes chinois, c'est la combinaison de plusieurs plantes. Kan Mai Ta Cao Tang, c'est un remède qui a presque 2000 ans, ça a 1800 ans, d'accord, qui vient d'un ouvrage qui s'appelle Shang Ranlun, qui est un des plus vieux textes, comment dire, de la médecine chinoise, et qui est constitué de 3 plantes, et des plantes que vous pouvez trouver facilement, parce qu'il y a le blé. Le blé, il faut un blé bio, vous allez en diététique, vous trouvez du blé bio, d'accord? Première chose. Deuxième chose, la jujube. La jujube, c'est un fruit qui est asiatique, mais qu'on trouve aussi dans le pourtour méditerranéen. Hein. Par exemple, dans le sud de la France, on peut trouver de la jujube. Et de toute façon, vous pouvez en trouver la jujube dans toutes les épiceries chinoises. Alors maintenant, les épiceries chinoises, il y en a de plus en plus dans les grandes villes et même les moyennes villes. Donc, vous allez voir votre épicier chinois, vous demandez de la jujube. Ou on s'appelle, je pourrais peut-être vous le donner dans la retranscription, le nom en chinois, c'est Hong Sao ou Ta Cao. Ça veut dire la jujube rouge ou la grande jujube. Et donc ça, il faut prendre la jujube, le blé et la réglisse. Alors l'idéal serait la réglisse. Vous savez, la réglisse qu'on mâchouillait quand on était enfant, eh ben, c'est la même, hein, d'accord? C'est une variété un petit peu différente, mais la nôtre peut aussi faire l'affaire. Et vous pouvez, alors l'idéal serait de prendre cette réglisse plutôt en copeaux. Vous pouvez la trouver en pharmacie ou dans des herboristeries sous forme de copeaux. Et vous le faites sauter à sec, comment dire, dans une poêle. Vous ne mettez rien, d'accord, dans la poêle. Vous mettez votre réglisse, par exemple, on va dire, vous en faites pour 30 grammes, par exemple. Vous mettez 30 grammes de réglisse. Vous faites bien chauffer. Dès que c'est bien chaud, que c'est à feu vif, hein, vous rajoutez, comment dire, une cuillerée à soupe, pas plus, de n'importe quel miel qui soit liquide, naturellement liquide. Et vous continuez à remuer tout ça à feu vif toujours, jusqu'à ce que la réglisse devienne brunâtre. Et là, vous arrêtez. Et là, c'est une transformation particulière, une espèce d'alchimie qui se produit. C'est ce qu'on appelle après zhe gan cao. Zhe gan cao, ça veut dire la réglisse sautée au miel, au préparé. La réglisse en chinois, ça veut dire gan cao, qui veut dire la plante douce. Et vous savez, quand vous mastiquez votre réglisse, c'est un goût douceâtre. Vous prenez ces 3 remèdes, la jujube, le blé et comment dire la réglisse que vous avez préparée. Vous mettez 35 grammes de blé, d'accord? Vous mettez, l'idéal, ce serait une quinzaine de grammes de jujube et vous mettez 9 grammes de réglisse. Vous mettez ça dans un demi-litre d'eau. Vous faites bouillir, d'accord? Vous mettez un feu vif sous votre casserole avec tous ces 3 ingrédients et vous attendez que ça commence à bouillir. Dès que ça bout, vous diminuez et vous faites bouillir pendant 15 minutes à feu doux. Au bout de ces 20 minutes, ou 20 minutes si vous le souhaitez, vous passez vos plantes, d'accord? Vous mettez les plantes d'un côté, vous laissez refroidir votre liquide et ça, vous buvez. Et à quoi ça sert? Ça, c'est plutôt un remède qui est utilisé quand il y a des sauts d'humeur, des envies de pleurer soudaines, des envies des coups de rire ou des coups de pleurs, un peu, ça va un peu un peu dans tous les sens, ou simplement un peu de colère, un peu d'irritabilité, envie de pleurer en même temps, un peu ce type d'ambiance, d'accord? C'est quelque chose qui est léger, qui est doux, d'accord? Ça n'a pas la puissance d'un Valium qui vous assomme, bien entendu, c'est quelque chose de plus doux. Mais si vous le prenez plusieurs jours, plusieurs semaines, vous allez avoir un effet calmant, apaisant. Vous allez dire, ah tiens, au bout de peut-être 2 ou 3 semaines, tiens, je me mets moins souvent en colère. Ah tiens, j'ai un petit peu moins souvent envie de pleurer, etc., etc. Ça peut avoir un effet, ça détend. La caractéristique de ce remède, vous savez ce que c'est? C'est d'être tous les 3 sont dits de saveur douce. Parce que dans les plantes chinoises, pour les classifier, nous en médecine chinoise, on ne dit pas qu'il y a telle molécule, telle vitamine, tel minéraux, etc. Non, nous on n'a pas ça parce qu'il y a 3000 ans, tout ça n'existait pas. On parle de l'énergie de la plante ou de ses saveurs, de sa nature.
Et dans la saveur, chaque saveur, si vous voulez, a un impact sur certains organes, sur certaines fonctions, a une action particulière dans votre corps. Et la saveur douce a une particularité. On dit de la saveur douce qu'elle relâche, qu'elle détend le foie, l'énergie du foie. Or, souvent, derrière, comment dire, ces colères associées avec une envie de pleurer, pas bien, on n'est pas bien, hein, d'accord? Et bien souvent, derrière, c'est l'énergie du foie qui est bloquée, qui est tendue comme un bloc. Votre foie, c'est comme s'il s'était durci. Eh bien, la saveur douce, elle détend votre foie et avec elle, son fonctionnement, elle gère mieux, comment dire, ses émotions. Et à ce moment-là, l'envie de pleurer, l'irritabilité, la colère se calme, s'apaise et vous êtes mieux. Voilà, ça c'est un truc que vous trouvez facilement. Je pense que nos abonnés, nos internautes là, sont clairement convaincus de la passion qui vous anime sur cette médecine. Et on comprend à quel point c'est difficile pour vous, d'une part, de nous donner des trucs, mais ce qui est important, c'est de comprendre le concept de la globalité. Et je pense que dans Santé Corps et Esprit, si on essaye de comprendre un petit peu, parce que le message qu'on essaye de transmettre sur Santé Corps et Esprit, c'est vraiment la prise en charge globale de l'individu. Et je pense que vous incarnez parfaitement cette conception, cette philosophie. Frédéric, c'est vrai que la médecine chinoise est difficilement transmissible au grand public parce que c'est très, très complexe. En revanche, sur l'aspect, je pense, de la diététique chinoise, je pense que c'est plus facile à, comment dire, peut-être à retransmettre. Et peut-être si un jour on souhaite refaire un webinaire, faire quelque chose d'un petit peu spécialisé, prendre un thème et l'aborder sur l'aspect de la diététique. Et on peut, moi j'aime bien mixer, si vous voulez, les deux aspects, la diététique d'aujourd'hui, de notre culture, et la diététique chinoise. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos pathologies aujourd'hui sont associées justement à un dérèglement de notre alimentation récente. D'accord? Il y a 30-35 ans qu'on mange mal, enfin, pas mal, mais qu'on mange de cette manière-là qui fait qu'on a plus d'obésité, de surpoids, de tension, d'hypertension, de diabète, de ceci et de cela. D'accord? Mais il est tout à fait possible donc de faire certains rappels de nutrition à l'occidentale qui est adapté à certains défauts de notre hygiène alimentaire, plus tous les bons trucs de la diététique chinoise qui utilise les aliments comme un médicament. D'accord? Un petit truc. Demain, j'ai un entretien avec mon patron et j'ai le stress qui commence à m'envahir, l'angoisse, je ne vais pas dormir. Allez, Philippe, un petit truc. Allez. Ok. Alors, pour ça, ce que je vous propose, je vais vous proposer. Alors oui, voilà, ça, un truc plus simple. Je vais vous proposer deux choses. Je vais vous proposer deux choses d'automassage, d'accord? Alors le premier. Oh, attendez, Philippe, excusez-moi, je vous interromps parce qu'il y a quelqu'un qui est extraordinaire, qui nous dit, c'est Jeanne Brady, pardonnez-moi de donner le nom, faisons une pétition. Oui, bonne idée, une pétition surtout avant les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la direction Santé Corps Esprit serait d'accord pour animer une pétition pour défendre la médecine traditionnelle chinoise en France? Pas la médecine traditionnelle chinoise, simplement le droit, comment dire, à l'accès plus libre aux médecines non conventionnelles, que les professionnels des médecines conventionnelles, pas que la médecine chinoise, mais toutes les professions des médecines non conventionnelles soient reconnues, légalisées, respectées. Nous, on ne demande rien, on ne demande pas d'être remboursé, on ne demande pas ça, on demande simplement être respecté, ne pas aller dans une geôle de la République simplement parce qu'on a fait du bien à nos patients, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Revenons au stress, c'était une idée qui a été lancée. Alors, par exemple, sous la plante du pied, d'accord? Je vais essayer voilà, ça, imaginez, c'est mon pied. Vous avez les orteils qui sont à l'extrémité et là, c'est le talon. Ouais. Plutôt à cette base-là, si vous trifouillez le pied, vous allez voir qu'il y a comme un creux. Le creux du pied, il n'est pas au milieu vraiment, il est plutôt à un tiers ici, d'accord? Juste en dessous des orteils, vous descendez 2 ou 3 cm et vous allez voir, il y a un creux. Vraiment, si vous cherchez, vous allez trouver un creux. Si vous fermez le pied, si vous essayez de le fermer comme ça, dans ce sens-là, vous allez sentir qu'il y a un creux. Ben, dans ce creux-là, il y a un point d'acupuncture qu'on appelle Yongshuan, qui veut dire fontaine jaillissante. Alors, c'est un point intéressant. Lorsque vous le massez, vous pouvez tout simplement le masser avec le majeur, avec l'annulaire, peu importe, n'importe quel doigt. Vous le massez, en profondeur. C'est-à-dire que vous appuyez, vous gardez la pression et vous allez tourner un certain nombre de cercles comme ça, au moins
50, 60, 80. Il faut y aller, d'accord? Il faut vraiment bien appuyer. Il faut vraiment avoir du cœur. Il faut vraiment que vous sentez qu'il y a une pression assez forte, d'accord? Là, vous allez réveiller ce point et tout le réseau qui va avec. Et ce point, il a une particularité. On considère que c'est un des accès du corps pour respirer l'énergie de la Terre. Ça, c'est le côté poétique, mais c'est vraiment une réalité. Car dans la médecine chinoise, on pense, et j'en suis certain, moi j'en suis convaincu, que l'être humain ne se nourrit pas que d'aliments ou d'air, etc. On est aussi sans arrêt bombardé par les énergies qui viennent de la Terre et des énergies qui viennent du ciel. Et c'est un de nos nutritions. Et que dans le corps, celui qui prend l'énergie de la Terre, c'est justement ce point, c'est le premier point du canal des reins, la Yongchuan, la fontaine jaillissante, qui a ce rôle un peu de pompe, si vous voulez. Et ce point-là, lorsque vous le massez, et juste après, vous pouvez même prendre un bain de pied bien chaud. Vous allez avoir tous, vous savez, quand vous allez avoir le lendemain, vous allez avoir votre big boss, votre grand chef, qu'est-ce que vous allez penser, réfléchir, oh mon Dieu, je vais être maladroit, qu'est-ce que je vais dire, oh là là, d'accord? Et dans ces cas-là, tout ici. Et pour faire descendre un peu cet excès d'énergie mentale, de chaleur, en massant et mettant les pieds dans l'eau chaude et en stimulant ce pied, vous allez permettre à descendre un petit peu la pression. D'accord? Ça, c'est le premier point, premier truc. Quand je dis pression, pas de pression artérielle, cette fois-ci, plutôt la pression mentale, émotionnelle. D'accord? Deuxième point, un autre point, je vais vous dire où il est. Et on va vous rappeler ça, les techniciens de corps santé esprit vont me rappeler, que j'ai promis de vous donner la localisation plus claire de ces deux points dans le petit, dans la retranscription de la conférence. Et en fait, ce point, il s'appelle Nequan. Nequan, ça veut dire la barrière intérieure. D'accord? C'est un point qui a un effet régulateur, notamment sur le cœur. Or, on sait très bien aujourd'hui que lorsqu'on a un gros stress, le rythme cardiaque augmente. Et un moyen pour baisser le stress, c'est avoir une action sur le rythme cardiaque. Alors, bien entendu que la digitoponcture, le fait de masser un point, n'est pas aussi puissant que traiter aux aiguilles. Mais vous n'allez pas aller chercher votre aiguille, à tricoter et vous faire un coup dans les poings. Je ne vous le recommande pas. Franchement, ne faites pas ça, je vous en prie. D'accord? Par contre, vous pouvez vous masser ce point. Alors, il est où à peu près? Il est à peu près à... Vous voyez la ligne que vous avez sous le poignet. Il y a une ligne qui casse le poignet. D'accord? Vous regardez, vous avez tous une ligne, même deux. La première qui est la plus haute, d'accord? Vous prenez 2 largeurs de votre pouce. À partir de cette, je ne sais pas comment je vais y arriver, une largeur et une deuxième largeur. D'accord? Donc, vous arrivez à peu près à quelque chose comme ça. Et vous allez trouver ce point au niveau de cette distance-là, entre les 2 tendons. Si vous fermez bien le point, sans trop serrer, vous allez sentir deux tendons, d'accord? Eh bien, entre ces 2 tendons, vous avez le point. Donc, pour certaines personnes, ces 2 tendons, ils sont très, très serrés. Donc, il va falloir un petit peu pousser, trifouiller. C'est facile, Frédéric, de voir ça. Moi, il est très souple, très large. C'est facile à trouver. Donc, il est à peu près pas 2 cm. C'est 2 largeurs de vos pouces à vous. D'accord? Attention. À ce moment-là, pareil, vous allez rentrer dedans avec le pouce et vous allez tourner plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans un premier temps, vous pouvez faire une 50aine dans ce sens et une 50aine après dans l'autre. D'accord? Vous pouvez faire d'un côté et puis de l'autre. Si vous mettez l'intention, écoutez bien, c'est important. Quand vous faites ce massage-là au niveau de ces 2 points, ce sont les mêmes, à droite et à gauche, vous mettez l'intention de « mon cœur va se calmer, mon esprit va se calmer ». Vous ajoutez cette intention et vous allez voir que votre propre énergie va se transmettre à ce point, va stimuler ce point, va activer ce réseau qui va aller calmer votre cœur, apaiser le cœur et votre esprit. Et à ce moment-là, vous avez, avec ces 2 points, un moyen très simple, sans médicaments, sans quoi que ce soit, vous pouvez avoir une action. Alors, vous avez des gens qui répondent très très fort à la digitoponcture, d'autres moins. Ça, c'est vous qui allez pouvoir en juger. Mais parfois, on a des choses incroyables. Moi, j'utilise des méthodes qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le Qigong médical, où on ne touche même pas le patient. On envoie simplement de l'énergie à distance. Et je peux vous assurer que même ça peut donner des résultats incroyables. Mais vous avez des gens qui reçoivent plus facilement les informations que d'autres. Mais ça, le Nequan, c'est un canal qui s'appelle le canal de l'enveloppe du cœur.
C'est Nai mettre du Quan, cœur. d'accord? Le Xin Bao. Et celui qui était en bas, c'est le rein. Et le rein, pourquoi le rein? Quel est l'intérêt du rein pour calmer l'esprit, etc. Les organes sont souvent en couple. Il y a un couple particulier qui est le couple du cœur et des reins. Le cœur et les reins vraiment sont liés. C'est ce qu'on appelle l'eau et le feu dans le corps. C'est un peu l'équivalent du ciel et de la terre qu'on a évoqué tout à l'heure, qui permet, comment dire, la création des différentes créatures sur cette terre. Ben là, c'est la même chose. Dans notre corps, on a un peu un ciel, on a une terre. La terre, c'est les reins. Le cœur, c'est le ciel. Les deux communiquent en permanence pour permettre un équilibre de haut, bas, de chaud, de froid, de yin, de yang, du ciel et de la terre, permettant cet équilibre, mais qui est réel. Hein. C'est pas simplement une histoire, c'est pas simplement de la poésie, c'est une réalité. Et à partir, comment dire, de cette action sur les reins, ça permet directement d'avoir une action sur le cœur. Le rein contrebalance, peut aider, comment dire, le cœur lorsqu'il s'emballe un peu trop. Alors pourquoi je parle de cœur dans les émotions? C'est dans la vision chinoise, la centrale émotionnelle, c'est le cœur. Hein? Il n'y a aucune émotion dans le corps qui ne passe pas par le cœur pour être conscientisée. Vous avez besoin du cœur pour sentir la tristesse qui est produite dans votre poumon, par exemple. Alors, nous allons rapidement évoquer ça, parce que c'est trop passionnant, mais on est obligé de poser des questions aussi des internautes, parce que c'est tellement fondamental. Rapidement, l'hypothyroïdie. Est-ce qu'il y a des moyens d'aborder, Philippe, simplement parce que ça fait déjà presque 1 heure et demie que… Alors, l'hypothyroïdie, c'est très simple. Quand vous observez bien les principaux symptômes, comment dire, de l'hypothyroïdie, les gens sont frileux, sont fatigués, comment dire, ils ont plutôt tendance à se remplir d'eau ou de graisse, etc. Ça, c'est des phénomènes en termes chinoises qui sont plutôt considérés comme un hypofonctionnement, ce qu'on appelle le vide, des déficiences, surtout en rapport avec la déficience du yang. Le yang, non, c'est ce qui donne de l'énergie, du dynamisme, de la chaleur dans le corps. Bah, si ce yang est déficient, est affaibli dans certains organes, notamment la rate ou les reins, vous pouvez avoir un hypofonctionnement enfin, de cette thyroïde et amener à l'hypothyroïdie avec tous les symptômes que ça inclut, parce qu'il y a toute une ribambelle, vous le savez, de symptômes qui accompagnent cette maladie. Et pour ça, l'alimentation peut être intéressante. Donc, on utilisera une alimentation qui est réchauffante et tonifiante. On va voir pareil, des plantes sont plutôt des plantes qui sont réchauffantes et tonifiantes, qui tiédissent, qui réchauffent. L'acupuncture, on va utiliser beaucoup l'amoxibustion, etc., etc. Est-ce que la maladie de Lyme est reconnue comme étant une maladie traitée par la médecine chinoise? Parce que c'est Écoutez, il y a 17 ans, j'ai écrit un très gros bouquin avec une des grandes références de la médecine chinoise aux États-Unis. Donc, c'est le livre qui est en anglais, qui a été publié aux États-Unis il y a 17 ans. Donc, sur les maladies occidentales traitées par la médecine chinoise. Et notamment, il y a tout un chapitre sur la maladie de Lyme. Et donc, il y a toute une théorie et une compréhension du mécanisme de cette maladie et des tas de possibilités. Plutôt, l'acupuncture peut aider, mais c'est surtout les plantes là qui sont… disons que l'acupuncture et la diététique peuvent être intéressants, mais ça va être accompagnateur. Ce qui peut vraiment traiter, ce sont les plantes. J'ai encore reçu, c'était quand mardi, quelqu'un qui souffrait d'une maladie de Lyme. Et bien sûr, on s'est essentiellement basé sur la phytothérapie chinoise, qui a un point de vue très intéressant sur cette maladie. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez trouver ça sur les grands sites où on vend des bouquins, etc. Le livre s'appelle, alors c'est un peu long, un peu compliqué, mais c'est The Treatment of Western Disease with Chinese Medicine. Donc, je sais que c'est un petit peu complexe, mais c'est The Treatment of Modern Medical Disease with Chinese Medicine. D'accord? Vous tapez Philippe Sionneau et Bob Flows, et vous avez, comment dire, le bouquin qui est vendu un peu partout dans tous ces sites-là. Et il n'y a pas que le Lyme, bien entendu, mais il y a toutes les maladies occidentales, les Alzheimer, les scléroses en plaques, etc., etc. Je ne dis pas que la médecine chinoise traite toutes ces maladies. Bien sûr que le cancer, la sclérose en plaques, etc., sont des maladies extrêmement difficiles. En revanche, je prétends qu'en médecine chinoise, on peut contrôler la maladie, éviter qu'elle s'aggrave, la contrôler, faire qu'on gagne même en qualité de vie, en mieux-être, etc. On ne peut pas toujours tout traiter, on ne peut pas toujours guérir. En revanche, on peut soigner. La majorité des cas, on peut amener vraiment une meilleure vie aux patients. D'accord ? Alors justement, il y a une question générique qui est posée, une question vraiment très globale. Est-ce que la médecine chinoise peut se permettre de remplacer certains médicaments et certains traitements allopathiques
Et est-ce que la médecine chinoise a éradiqué, soigné véritablement ou guéri encore mieux un Parkinson, un diabète, une thyroïdite, d'Hashimoto, etc. Est-ce que ces maladies, oui, on peut dire qu'il y a eu des résultats? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cabinet d'un généraliste, 70% des maladies sont fonctionnelles. Fonctionnelles, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul organe, comment dire, qui est lésé réellement. Et donc, toutes ces maladies fonctionnelles sont très, très mal gérées par la médecine conventionnelle, pour ne pas dire que la médecine conventionnelle n'est pas du tout adaptée pour ça, parce que la médecine conventionnelle est plutôt adaptée pour des choses qui sont beaucoup plus physiques, organiques. Il vous manque, comment dire, vous êtes diabétique, vous avez besoin d'insuline, on vous donne l'insuline de remplacement, vous vivez, vous ne mourrez pas. Ça, c'est fantastique, c'est incroyable. Ça, c'est un vrai progrès pour l'humanité. D'accord ? Pour des tas de maladies, comment dire, fonctionnelles, la médecine conventionnelle n'a rien ou très peu, ou des maladies qui sont plus dangereuses, ont plus d'inconvénients que d'avantages. Et là, en revanche, les médecines conventionnelles comme la médecine chinoise, mais c'est pas la seule. Je pense que la médecine ayurvédique, la médecine indienne ou la médecine tibétaine, pour dire la même chose, ont des résultats qui sont parfois impressionnants. Il y a des pathologies qu'on soigne véritablement mieux que la médecine conventionnelle. Beaucoup de choses qui sont en rapport avec toutes ces maladies conventionnelles, fonctionnelles, comme par exemple la colopathie fonctionnelle, par exemple, je peux vous dire qu'on la soigne 1000 fois mieux que la médecine conventionnelle. Des pathologies rhumatismales, les arthrites, les problèmes de peau, enfin, il y a un tas de pathologies. On est vraiment bien meilleur, comment dire, ça je peux vous l'assurer, que la médecine conventionnelle. Et je ne considère pas que la médecine chinoise, elle est géniale. Elle fait seulement son job, elle est nulle dans certains trucs. Si vous avez, un arrêt cardiaque, il ne faut pas aller voir l'acupuncteur. Ah non, d'accord. Si vous êtes fait du diabète, de type 1, on ne va pas aller voir un acupuncteur pour vous donner d'une plante. Il n'y a pas la plante équivalente à l'insuline. En revanche, il y a des tas de pathologies où on est meilleur. Ça, je peux dire, pas meilleur que les autres médecines conventionnelles, meilleur que la médecine conventionnelle. Ça, j'en suis sûr. Et par rapport à ça, pourquoi je suis sûr? Ça fait 20 ans que je soigne les gens. 20 ans, j'ai vu de tout, et je connais mes limites, mais je connais aussi mes forces. Et il y a certains aspects vraiment où on est bien placé. Et donc, on n'a pas trouvé la solution absolue et définitive sur la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques ou le Parkinson. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, d'abord, ce sont des maladies extrêmement graves, complexes, difficiles, et d'autre part, souvent qui relèvent de traitements individualisés. En d'autres termes, des fois, vous pouvez avoir un résultat, mais bluffant, quasi miraculeux sur une pathologie. Et j'ai eu ça, des fois, sur certaines pathologies aussi, mais waouh, incroyable, miraculeux. Mais on ne peut pas prendre ce même traitement et le donner au voisin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même personne. D'accord? Certains symptômes vont être identiques, mais ce qui va accompagner, ou la logique, ou la mécanique de la pathologie va être différente. Donc, il ne faut pas bénéficier exactement de la même chose. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre pour un esprit occidental. Pas pour l'esprit occidental, mais c'est simplement, on nous a expliqué les choses dans le monde de la médecine de manière à ce que, il y a tel virus, donc il y a tel médicament, ce virus donne tel truc, et puis, non, nous, on dit que le même virus chez des patients différents va donner des expressions différentes, et donc il faut le traiter différemment. Donc, c'est un point de vue différent. Je ne dis pas qu'il est mieux, je dis qu'il est différent. Une petite série de questions encore. Il y a Hélène qui, quand même, insiste pas mal, et je crois la comprendre. Est-ce que ça sera possible de répondre? Je ne sais pas, mais que pensez-vous? Est-ce qu'il y a une approche particulière sur la sarcoïdose? Oui, j'ai traité des sarcoïdoses. Ouais. En tout cas, dans l'idée d'éviter l'évolution qui peut être dramatique. Ce qu'on peut faire, c'est quand les lésions sont là au niveau pulmonaire, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, il faut être très, très, très honnête. Une fois que la lésion est là, elle est là. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est éviter que ça se dégrade et arriver vers des choses beaucoup plus graves. Plus le fait, alors ça dépend aussi des sarcoïdoses. Vous avez des gens qui pareil, des fois, vous avez des gens, symptomatiquement, il n'y a rien. D'accord? Et d'autres qui ont, par exemple, des dyspnées, des difficultés à respirer, etc. Donc, on peut faire en sorte d'aider la personne à reprendre une meilleure respiration, par exemple, d'être moins fragile aux infections, etc., etc. Il y a en fait des possibilités de prévenir l'aggravation de la maladie, d'une part, et d'autre part, les maladies qui pourraient être favorisées, parce qu'il y a déjà cette maladie-là. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des choses à faire très intéressantes pour cette pathologie. Et j'en ai traité quelques-unes. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité, le tabac, la médecine chinoise, pour arrêter de fumer?
Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Enfin, tout ce qui est faire l'acupuncture pour le tabac et pour le stress m'énerve un petit peu. Donc, c'est pas mon truc. Je pense qu'on peut aider parfaitement avec certains protocoles en auriculothérapie, qui est en fait une forme d'acupuncture mais qui est dans l'oreille, ou de l'acupuncture du corps, aider des gens vraiment à se sevrer. Mais je suis pas un grand expert sur ce point, sur cet aspect-là. Je sais pas. C'est pas moi qu'il faudrait demander. Je sais que ça se fait, qu'il y a parfois de très très bons résultats. Tout à fait. On considère que c'est une des thérapies les plus efficaces pour arrêter de fumer, mais je pense que la meilleure, c'est la volonté. C'est la volonté. On peut supporter la volonté dans son combat. Exactement. Moi, ce que je fais souvent pour les gens qui viennent me voir malgré ça, c'est surtout leur redonner des protocoles qui coupent la dépendance, l'envie de fumer. Et après, c'est gérer l'après-tabac. On est plus nerveux et on mange plus. Manger plus, on prend des kilos. Donc ça, moi, je sais le gérer, d'accord, quand on y est au début, pas quand la personne a déjà pris 20 kilos. Ça, c'est trop tard. Mais avant qu'elle ait pris des kilos, ça, on peut le gérer en médecine chinoise. Et surtout, gérer le côté, des fois, on peut être super énervé, et très irritable, colérique pour l'entourage. C'est pas agréable. Et ça, on peut faire en sorte que la personne soit super zen, super décontracté, et faire que le sevrage se fasse dans de très bonnes conditions. Donc, il y a des bonnes choses quand même, malgré ce que je dis. Malgré tout. Il y a des choses. Roger nous pose la question. Là, ce sera les dernières questions parce que c'est vraiment tard et c'est vraiment, vu la quantité de questions, on ne pourra jamais tout traiter. Roger nous parle de l'athérosclérose. Je vais y arriver. L'athérosclérose, c'est une maladie du sang. On imagine que ça doit être assez propice en médecine chinoise parce que vous avez évoqué le sang comme étant quelque chose comme étant le véhicule du qi, de l'énergie. L'athérosclérose, est-ce que c'est une altération du qi? Oui, on le voit en fait. L'artériosclérose, selon les gens, peuvent donner des phénomènes un petit peu différents, mais globalement, petit à petit, on sait que ça amène vers des maladies cardiaques ou des maladies vasculaires. Donc, grosso modo, c'est plutôt en effet associé au sang. Bien, mais le sang n'est pas dissocié du qi, parce qu'en fait, les qi, l'énergie, c'est ce qui permet au sang de circuler dans le corps. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un couple à nouveau yin et yang. L'aspect yang, c'est l'énergie, l'aspect yin, c'est le sang. Le sang, c'est une masse liquide qui en elle-même ne peut pas bouger. Il faut l'aider à bouger, d'accord? Et il y a plusieurs choses pour faire bouger ça. C'est une énergie qui propulse, d'accord? Mais aussi, on sait que par beaucoup d'artères, les artères jouent le rôle d'un deuxième cœur. Ils pompent, si vous voulez. Et donc, de ce fait, si vous avez de l'artériosclérose, ça fait une tuyauterie, si vous me permettez, un petit peu plus dure, un peu plus fragile, qui peut tendre, à se boucher et donc amener vers les maladies cardiaques qu'on connaît, etc., etc. Donc, en médecine chinoise, on va beaucoup travailler à la fois sur la circulation de l'énergie et du sang, d'accord? Et il y a des choses, bien sûr, en prévention pour le cœur, pour le cerveau aussi, parce que vous savez que ça peut aussi amener des accidents vasculaires cérébraux. Donc, on peut avoir une action parfaitement sur l'artériosclérose, sur l'excès de cholestérol, toutes ces choses-là, et faire une prévention pour éviter, par exemple, de mourir d'une maladie cardiaque qui reste, je crois encore la première. Peut-être que le cancer l'a dépassé, je ne sais pas. En tout cas, c'est sans doute une des premières. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième des maladies en Occident, quoi. Justement, vous parlez du cancer, on me pose beaucoup la question, est-ce que en accompagnement du cancer, la médecine chinoise est Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, en France, même si ce n'est pas dit, la médecine chinoise, la phytothérapie chinoise et un peu l'acupuncture est sans doute la médecine conventionnelle la plus recommandée par les cancérologues. Plus que l'homéopathie, plus que la phytothérapie, que l'aromathérapie, etc. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, mais c'est vrai que les Chinois ont une expérience de 50 ans sur le domaine, parce que les Chinois aussi ont des cancers, bien évidemment. Et donc, ils ont beaucoup associé les deux médecines, la médecine chinoise et la médecine non conventionnelle, avec la chimiothérapie, les radiothérapies, etc. Et donc, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la médecine chinoise, soit pour les effets secondaires des chimiothérapies, de la radiothérapie, ou carrément, la chimiothérapie fonctionne mieux, ou aider le patient à avoir une meilleure défense immunitaire, une meilleure énergie, moins d'effets secondaires, etc., etc. Et franchement, je vais vous dire une chose, si un jour vous avez ce genre de trouble, vraiment je ne vous le souhaite pas, mais faites faites ce que vous voulez, y compris, je vous conseille aussi la médecine conventionnelle, mais pensez à la médecine chinoise pour ça. Et en particulier les plantes et l'acupuncture, parce que vraiment, ça augmente considérablement vos chances, de guérison, mais ça fait toujours augmenter les statistiques. Toutes les études qui sont faites
sur la phytothérapie chinoise en soutien au traitement de chimiothérapie, etc., ou l'acupuncture, tous sans exception font que ça améliore la condition du patient, ça améliore ses chances de survie, etc. Donc, c'est même pas à négocier, c'est OK. J'ai un cancer, je suis mon médecin, j'ai foi à mon cancérologue, il n'y a pas de problème. Je fais même une super nutrition. Je vais voir Eric Mena, comment dire, le spécialiste de corps, santé, esprit. Mais je pense aussi aux plantes chinoises. Il y a plein de professionnels en France qui peuvent vous aider là-dessus. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous le dis vraiment avec le cœur. Hein. Je ne vends pas ma paroisse. Franchement, je n'ai rien à faire. Deux questions, deux énormes pavés, parce que là, ce sera pour clore, vraiment pour s'arrêter, parce que c'est vraiment très, très dense. La première, est-ce que la médecine chinoise dans les pathologies auto-immunes est efficace? Oui. Alors là, écoutez. On entend aussi bien Crohn que Hashimoto, enfin tout ça. Alors, pas toutes. Pas toutes. Il y a des maladies sur lesquelles je pense qu'on n'est pas très bon, mais ma petite expérience me permet de dire qu'aujourd'hui, on peut faire disparaître, ou en tout cas, où on donne l'impression que ça disparaît, une maladie auto-immune. Hein. J'ai eu même un cas une fois avec un médecin espagnol, parce que je pratique en Espagne, à côté de Barcelone, et un médecin cancérologue qui avait vu des résultats chez certains de ses patients avec certains de mes traitements, a été un peu étonné et m'a envoyé vraiment un patient en disant je lui ai envoyé un piège, on va dire, un patient, c'est pas un cadeau, et contre toute attente, le patient a eu un résultat incroyable. Il est tombé vraiment sous les fesses au point qu'il voulait absolument faire une recherche et un article scientifique pour le faire paraître dans une revue médicale. Alors moi, j'ai pas suivi parce que j'avais pas le temps et je ne veux pas forcément, j'ai pas le temps, ce genre de choses. Mais oui, on peut faire reculer certaines maladies auto-immunes. Et par exemple, je pense qu'une maladie Hashimoto prise très très tôt peut être contrôlée, mais très très tôt. Il faut quand même que ce soit quand même plutôt tôt. Et encore une fois, ça dépend. Vous avez des patients qui vont répondre bien, d'autres pas bien. Il faut être conscient que c'est pas parce qu'on arrive parfois à avoir des super résultats sur certaines maladies auto-immunes qu'on l'a systématiquement. Ça, c'est bien compris. De toute manière, c'est pas une science exacte et ça sera jamais une science exacte. La médecine, notre médecine n'est pas une science. Notre médecine n'est pas une science exacte. On vous a vendu l'histoire que c'était une science, ça c'est bidon, c'est faux, c'est une escroquerie intellectuelle. Non, mais ce n'est pas. Je peux vous le démontrer. Vous le démontrer. On n'a pas le temps, mais je peux vous le démontrer. Je vous assure que c'est une médecine empirique comme la médecine chinoise. La seule différence, c'est qu'elle est dans la pensée dominante, et comme pensée dominante, elle se dit nous avons raison, et les autres ont tort. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout scientifique. Il y a plein de sciences qui barbotent autour de tout ça, mais ce n'est pas scientifique. Si vous saviez comment sont faits les statistiques pour dire que tel ou tel médicament peut être rentré sur le marché, vous serez assez effrayés, chers amis. Donc, ne pensez pas que c'est très, très scientifique. C'est surtout économique et technologique. Alors ça, nous sommes convaincus et je pense que Santé Corps et Esprit est parfaitement dans cette ligne de pensée. Dernier chapitre avant de clore, les pathologies articulaires, les douleurs articulaires, alors qu'on aille dans les articulations périphériques comme le genou, le poignet et les épaules, et aussi bien les douleurs articulaires de la colonne vertébrale. Est-ce que l'acupuncture… Sincèrement, oui. Dans la douleur, et en particulier la douleur articulaire, la médecine chinoise, elle est royale. Elle est vraiment royale. C'est clair. Encore une fois, elle ne peut pas tout traiter, elle ne traitera pas tous les gens qui ont forcément des douleurs articulaires, mais je peux vous assurer que ce soit des rhumatismes, je dirais, simples, de la personne âgée, on va dire, hein, ou une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune, on peut avoir des résultats incroyables. Très très bientôt, sans doute au printemps ou courant printemps, courant printemps, je vais mettre un article justement sur un cas que j'ai traité d'une polyarthrite rhumatoïde où la personne était sous médicaments, des médicaments assez forts, etc. pour la polyarthrite, et elle n'a plus de douleur. C'était une danseuse, elle ne pouvait plus faire son métier, elle était complètement handicapée malgré son médicament, et en quelques semaines, ces douleurs ont complètement disparu, et aujourd'hui, elle reprend son métier, elle fait ses spectacles, et elle a une vie complètement normale. Donc oui, on peut parfois avoir des résultats assez incroyables sur même les pathologies qui sont auto-immunes, les pathologies rhumatismales auto-immunes, et pour toutes les autres douleurs en général, l'acupuncture, la pharmacologie chinoise, l'amoxibustion, les ventouses, toutes les techniques de la médecine chinoise sont assez incroyables. Pour la douleur,
Ah, c'est un peu comme le cancer. Chaque fois que vous avez un gros problème de douleur, pensez à la médecine chinoise, parce que généralement, on est plutôt bon dans ce domaine-là, quoi. Je pense qu'on peut conclure sur ces bons mots. Vous avez bien compris, chers internautes, que je vais rebondir sur les propos de James, qui est un fidèle abonné et qui intervient très souvent et très pertinemment. Il dit espoir et frustration. Je dirais espoir et espoir. Parce qu'il y a la frustration, évidemment, elle est obligatoire dans tous ces webinaires. En plus, avec une médecine chinoise, avec un passionné comme vous, c'est bien sûr qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie d'avoir des solutions, mais la solution, elle est pertinemment globale. Donc, on ne peut pas avoir des résumés, on peut avoir des protocoles. Je pense que c'est ce qu'on a tous entendu. Il y a eu énormément de questions. Nous avons été très nombreux à participer à ce. Vous avez été très nombreux à participer à ce webinaire passionnant. Philippe, je ne sais pas comment vous dire merci au nom des internautes parce qu'il y a un déluge de remerciements et de satisfaction pour la passion et l'énergie que vous avez fournie lors de ce webinaire. On a bien compris que l'idée, c'est quand même de continuer à lire Santé Corps et Esprit parce qu'il y a encore plein d'éléments que vous allez nous donner, plein de trucs. Et dans les prochains webinaires, vous allez nous donner encore l'idée, le concept même de la médecine chinoise. Et je pense que oui, frustration parce qu'on a envie d'en savoir plus, mais non, beaucoup d'espoir parce que vous donnez une ligne de conduite et on sait qu'avec la médecine chinoise, il y a beaucoup de possibilités. Pour cela, merci aux abonnés, merci aux internautes, merci à Philippe. Vous avez certainement une conclusion à faire. Oui, merci à Corps Santé Esprit d'une part. Merci à toi, Frédéric. Tu as été vraiment un guide fantastique. J'ai adoré. C'était fluide. Tu me portais dans tes bras, donc c'était fantastique. Merci à tous ceux qui étaient là de passer comme ça une soirée. C'est pas évident. C'est pas toujours évident. On est toujours très occupés dans nos familles. Donc, merci pour l'écoute. Je suis désolé pour les frustrations. Je savais qu'il allait y avoir des frustrations. J'en avais parlé à Frédéric, à Xavier dès le départ en disant c'est pas toujours facile de donner des simples recettes dans le monde de la médecine chinoise. En revanche, sachez que si vous êtes intéressé, je suis vraiment prêt à me mettre à votre service pour tenter d'ouvrir davantage cette fenêtre et de pouvoir vous montrer qu'il y a vraiment des solutions à vos problèmes de santé et ces solutions qui sont sérieuses et j'espère pouvoir continuer à les partager avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Je pense que les internautes vont apprécier le bonheur d'avoir la chance de fréquenter des gens comme vous et tous les membres de Santé Corps Esprit. Merci à la technique. Merci à Xavier. Merci Philippe. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur notre santé. Merci à tous. La technique, vous pouvez couper. C'est avec plaisir que nous avons passé cette soirée. Merci et à bientôt. Ça ne saurait tarder.